Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans le Super Catch-Up. Et oui, chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui, c'est double ration, c'est double dose, c'est SmackDown et c'est Raw. 3 mars, 4, 5 et 6 mars, les calculs sont vite faits. Avec moi pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour patron, comment ça va? Ah, ça va bien, là, ravi d'être avec toi pour analyser ce qui est on va dire, avant-dernière étape, avant WrestleMania, là on s'approche, hein, il reste plus beaucoup de temps, bordel. Allez, ça y est, on rentre dans le money time là, du show Hollywood. C'est chaud. C'est très très chaud, et d'ailleurs ce SmackDown est méga chaud, puisqu'il commence avec la Bloodline. Roman Reigns arrive sur le ring, Jimmy Uso solo est là, Paul Heyman également, Washington acknowledge Roman Reigns, même si on a... ça marche toujours bien, mais il y a quelques petites huées, mais bon, hein, toujours aussi over quand même, le leader de cette faction incroyable. Eh ben écoute, papy, il a eu le temps de rien dire, tout simplement Roman Reigns. Il s'est fait couper la chic carrément, puisque Eh ben, Cody dis Rhodes donc, est arrivé, avec sa musique, il l'a interrompu. Oh, bah, dis donc. ça part. D'ailleurs, on verra que ce sera un thème pour le show bleu et pour le show rouge aussi, hein, les patrons qui n'ont même pas le temps d'en placer une avant de se faire interrompre par des petits cons, voilà, des petits merdeux, hein, même s'ils s'habillent en costard cravate. J'ai rien vécu, hein. C'est son avis, franchement. Cody, ça fait aux jeunes. Le vainqueur du Royal Rumble est là, hein. Il fait sa première fois qu'il est à SmackDown depuis 7 ans, papy. Ça fait 7 ans qu'on n'avait pas vu Cody Rhodes à SmackDown. C'est incroyable, hein. Quel plaisir de le revoir au show bleu. Oui, oui, c'est vrai, effectivement, c'est 7 ans, donc du coup, ouais, quand il... Qu'est-ce qu'il était il y a 7 ans à SmackDown, Cody Rhodes? Il était plus rien en fait finalement. Bon, il était Stardust, donc il était la poussière de lui-même. Ah là là, quelle horreur. Ouais. Alors voilà, Cody, il est là homme à homme. On se souvient, c'était le rendez-vous avait été donné, hein, la semaine dernière. Il lui dit d'ailleurs man to man, d'homme à homme. Mais enfin, du coup, là, tes petits mignons, là, le reste de la Bloodline, là, ton petit Solo, ton petit Jimmy, peut-être qu'ils pourraient se barrer là. À moins que tu aies vraiment besoin d'eux. Oh, bah, allez, Ouh, allez-vous-en. ouh. Et, Paul Heyman, il fait non, mais t'es sûr. Le chef a parlé, hein, cassez-vous. C'est bon. Et, ouais, ouais. Donc il dit écoute, avant qu'on parle là, je vais faire quelque chose, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais voilà. Hop, et il lâche les deux ceintures, hein, juste devant, un peu par provocation, évidemment. Et parce qu'on sait voilà, que Cody a un kink, hein, voilà, avec les ceintures. Je sais pas ce qu'il veut faire avec les ceintures, hein. Ces ceintures ont déjà vu beaucoup trop de choses terribles dans leur vie, alors on va essayer d'en prendre soin quand même. Cody, il lui dit à Roman, ok, t'es une montagne impossible à gravir, mais voilà, moi je suis justement le genre de gars qui gravit les montagnes, à qui on a dit, t'y arriveras jamais. Donc il nous fait une petite rétrospective là justement. On parlait de Stardust, de tout un peu ce qui, on va dire un peu le mauvais booking quoi. Il a servi un petit peu de serpillière, où il a même passé la serpillière pour Randy Orton, dit-il. Qu'il est parti en étant Stardust et que personne ne pensait que lui et tous ses potos dont nous tairons le nom pourraient accueillir 10 000 fans pour un tout petit show indépendant. Voilà, voilà, les connaisseurs reconnaîtront, papy, les références. Ah, moi pas Donc, du tout, par contre. Je qu'est-ce qu'il sais pas de quoi raconte? il parle là. Le mec là, je pensais qu'il était parti à la retraite là pendant 6-7 ans là, mais a priori, il a fait des trucs, mais bon, on sait Bon, pas trop, hein. 3 fois rien, pour qu'il revienne, c'est que ce n'était pas forcément très important. Mais bon, Voilà, c'est pas terrible. Roman Reigns est impossible, mais pas pour Cody Rhodes. Alors lui, Roman dit, attends, mais il lui montre les titres qui sont par terre, mais attends, c'est qui toi en fait, justement? Toi, il est un peu comme toi, il se dit, mais attends là, tu fais le coq là, mais est-ce que tu as déjà au moins une fois catché pour un de ces titres? Et là, le public est là. C'est violent ça. Oh, c'est ouais, parce que c'est vrai que le mec était jamais c'est-à-dire qu'il a été jamais first contender pour un titre mondial. Est-ce que c'est vrai ça finalement? Parce que j'ai eu un doute là-dessus. Je me demandais si justement peu de temps qu'il part, s'il n'y avait pas eu un match contre Orton à l'époque pour un titre mondial. Mais peut-être que je me trompe pas là. C'est peut-être juste un match sans Hmm. ceinture. Mais je me souviens bien de Cody qui était justement avec Orton qui était à l'époque avec qu'on s'appelle là, l'autorité. Et il me semble qu'il y avait une histoire comme ça, parce que Cody c'était un petit peu parmi les rebelles l'autorité puisqu'il a pris le titre au Shield Enfin, avec son frangin.
Donc j'avais ce souvenir-là d'un Cody versus Randy, mais c'est peut-être pas pour le titre alors. Alors après, il y a aussi une histoire de lignée. Comme il y a le titre champion du monde poids lourd, là, on a le titre universel. Est-ce que c'est la même lignée? C'était peut-être pas le même, t'as raison, ouais. Ils savent, c'est quand même leur ceinture. Ils savent, non? Ils nous mentiraient pas, Roman Reigns. Ouais, C'est pas possible. ce que j'allais dire, ils s'arrangent quand même pas mal avec la vérité, hein, généralement. D'ailleurs, il lui dit, bah, est-ce que tu as déjà au moins même catché dans le main event d'un WrestleMania? Déjà, c'est un Ça, peu par plus dur. contre. Là, par contre, là, il y a encore moins d'élus. Parce que moi, oui, et c'est vrai que là, ça doit être 5, 6 ou 7 fois. Roman Reigns, d'ailleurs, il avait fait, je crois, 4 ou 5 années d'affilée. Bon, le bonhomme se pose là. Il a déjà tout fait. Il va approcher du record, hein, d'ailleurs. Je sais pas qui le détient, c'est certainement Cena. Je suis même pas sûr Mais s'il l'a pas déjà battu, hein, le il a peut-être record. déjà battu, ouais, c'est peut-être ça, hein, Ouais, il a déjà effectivement, fait au moins c'est 5 fois. le taulier, quoi. Ouais, si ce n'est 6 depuis son retour. Et surtout, il les enchaînait. C'était consécutif, toi. C'était Ouais, consécutif. et puis une époque, Cena aussi, où il était souvent dans le match, il Ah, récupérait alors, la place bien placée aussi. Ensuite, on va parler paternel, mon papy. Il lui parle du père de Cody Rhodes. Il dit j'ai rien à dire de mal à Dusty. Il m'a toujours donné de beaux conseils. Donc voilà, il parlait énormément, toi. Mais il demande à Cody, tu veux savoir ce que ton père disait sur toi? Bah, il disait rien, que dalle, niet. Jamais un mot sur son fils. Mais s'il y a un truc que ton père t'a pas appris, eh bien moi je m'en occupe, moi je le ferai. Il tend sa paluche à Cody Rhodes, qui lui répond: Ok, peut-être que t'es le fiston que Dusty a toujours voulu, je dois te battre, je vais te battre pour dans ce fameux main event de WrestleMania, et que le meilleur gagne. Les deux se serrent la main, puis Roman Reigns quitte le ring avec les deux ceintures. On a donc enfin eu notre face-off, papy, mine de rien, entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Convaincu Ouais. ou pas convaincu? Convaincu, au-delà du convaincu, est-ce qu'il y a pas eu un vaincu dans ce face-off? C'est vrai que la charge a causé un peu les la place de Cody n'est pas forcément super forte, hormis, tu sens qu'il est qui s'écoute, qui dit: «OK, on se verra, ça marche». C'est ce qui est je suis d'accord avec Raw, voilà. Peut-être moins joli quand même, il le dit, quoi. Heu, et puis ouais, je trouve que la toucher juste que ça c'est parce qu'il a pas voulu faire le 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 disant, le débat ou la justice ou, fait face à c'est un peu quand même, heu, le la façon de puis ce petit lâche aussi, mais sans vraiment cracher sur le quoi. Qui je trouve qu'il a bien levé quoi. Mmh. Ouais, bah, ouais. Il y a eu, pas mal de, tiens, papy, on t'entendait plus très bien, hein, je préfère te le dire. Je sais pas si c'est la Ah, censure qui tombe, mais, ouais, je pense que des gens veulent te taire. Donc, pendant que je donne mon avis, regarde de nouveau si tous tes fils sont bien branchés. je Des teste fois, ça. hein, voilà. Ouais, c'est vrai que la Cody, là, il a pas mal morflé. Roman Reigns, il a eu une bonne dizaine là de saucisses qu'il a bien bazardé à Cody Rhodes. Il s'est d'ailleurs même pas mal moqué de lui, hein. Il lui a ressorti un peu ses punchlines, là, le fameux So, what do you want to talk about? Il lui a aussi fait genre bah alors, qu'est-ce que tu racontes? T'as l'impression que tu t'es entraîné devant le miroir toute la semaine pour balancer ta promo et tout. Parce que c'est vrai que Cody Rhodes, d'ailleurs, voilà, c'est pas pour dire, mais je le dis depuis le début, ses promos, enfin, il marche auprès du public, mais ses promos sont très littéraires, quoi. C'est très travaillé, le vocabulaire est très riche et tout. Et c'est vrai que dès que ça doit aller dans quelque chose de beaucoup plus naturel, parfois on le sent un peu plus déstabilisé. Parce qu'il réfléchit beaucoup à ce qu'il va dire. Et c'est tout de suite très très riche. Et du coup, il peut y avoir une espèce de latence. Et parfois, ça délivre pas autant qu'on pourrait imaginer. Quand bien même les deux mecs sont deux monstres, hein. On comprend malgré tout ce face-off et les réactions générées auprès du public. On comprend et on accepte, parce qu'on n'a pas le choix aussi, que c'est bien ça le main event pour WrestleMania.
On a eu quelques belles punchlines. Il y a eu aussi un mot très dur. À un moment, il lui fait ouais, ouais, quand j'étais préparé par mon père. Enfin, depuis que je suis tout petit, je suis préparé par ça, mais par ton père aussi, que Roman Reigns a balancé à Cody Rhodes. Enfin, voilà, on réutilise cette ficelle déjà utilisée, notamment avec la feud de Seth Rollins, mais elle est plutôt. Si au début, je trouvais ça un peu frustrant, englobé, voilà, avec tout le reste qu'il y a autour, tout le décorum, de la bloodline et tout, ça place plutôt bien. Et de toute façon, ça sera toujours mieux que ce que nous a fait Paul Heyman la semaine dernière, qui voulait sniffer les culottes de Brandy, où là, on avait touché un petit peu le fond de la rivalité. Donc, euh, donc ouais, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, et peut-être un Cody Rhodes, voilà, qui est paru un peu moins en contrôle, mais en même temps, t'es face à Roman Reigns, donc bah, t'es face à la fameuse montagne qu'on nous a vendue. On retrouvera ce beau monde, hein, notamment Roman Reigns un petit peu plus tard. Ce sera une espèce de petit fil bleu aussi qui va se dessiner tout le long de cet épisode. Direction la division féminine. Papy, si tu es de retour, si tu as bien branché tous tes câbles. Ça m'a l'air d'être mieux là. Dis-moi si tu m'entends bien. Oui, je t'entends parfaitement. 5 sur 5, bah, ouais, c'est super parce qu'on va parler de la division féminine, donc tu auras forcément des choses à dire, puisque Ah merde, Rhea Ripley. mon micro est coupé, mon Ah, micro est coupé. et voilà, ce problème technique, bah, on le retrouvera probablement, comme par magie, notre bon papy juste après la séquence division féminine, j'en suis certain. Rhea Ripley versus Liv Morgan. Ce soir, Rhea Ripley, donc, qui est accompagnée évidemment de Dominic Mysterio dans un gros match qui va voir une fois de plus Liv Morgan abandonner pour le plus grand plaisir du papy. Le Riptide suivi de la grosse soumission de Rhea Ripley. Et une Liv Morgan qui a tapé en plus, je crois là. Ouais, elle a tapé, elle a tapé. Elle a Oui, tapé. oui, Elle s'est elle pas tape comme à évanouie, chaque maintenant fois elle tape, finalement. hein. Ouais, 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 t'as raison. En weekly elle tape et en pay-per-view elle s'évanouit, hein, c'est bien ça? C'est bien ça la règle, effectivement. Là, ça fait deux mémoires, sauf erreur de ma part, ça fait trois matchs en suivant où elle tape en weekly. Et en pay-per-view qui s'est inséré entre les deux, par contre, elle s'évanouit. Donc c'est ça que je trouve un petit peu ridicule parce que finalement, le fait que Liv soit une face courageuse et bien qu'il soit dominé par les main eventeuses, bah, ça me choque pas, moi, finalement. Je trouve qu'elle est bien à sa place, là, Liv. Quand là, dans ce match-là, elle a sa place, tu vois. C'est un peu la chouchoute du public. Elle va essayer d'affronter bah, une autre montagne, hein. On parlait de montagne avec Roman Reigns, mais c'est un peu le cas aussi pour Hmm. Ripley. Et puis bah, à la fin, bah, elle est dépassée par plus forte qu'elle, et puis elle perd, elle doit abandonner. Et moi, ça me choque pas du tout, en fait. Ce qui me choque, c'est quand ils essaient de faire de la montrer plus forte que ce qu'elle n'est à date, en fait. Et là sa position, c'est vraiment mid-cardeuse, babyface. Et puis, bah, je trouve que à ce niveau-là, elle est bien. Enfin, faut pas lui donner trop à Liv. Faut pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, ouais, j'ai trouvé que ce match, bon, le match était bon d'ailleurs, grosse domination très physique de Rhea Ripley. Et ouais, Liv Morgan est bien là parce qu'elle est à sa place, quoi. Et contrairement à d'autres, je me dis qu'elle va réussir. Je crois d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans Catch Up. Elle peut réussir son après premier règne. Tu sais, hein, des fois les premiers règnes balancés sur des mid-cardeuses et puis ça marche pas trop. Et puis après elles repartent et puis on ne les revoit plus jamais. Là, je pense qu'elle est, comme tu l'as dit, hein, elle se retrouve là où elle est censée être et elle reste très over, très populaire auprès du public. D'ailleurs, on a cette image qui dit tout, hein, une image vaut mille mots. Une petite fille a fini en larmes à la fin de ce match quand même. C'est Je très sais pas bien, si elles tu sont là l'as pour vu pleurer, les petites filles. dans Mais le oui, public. Ben oui, elle a elle a- l'image de sa catcheuse. C'est ça qui est bien. c'était du cosplay. C'était du cosplay. Jusqu'au bout, vraiment, même de l'attitude, quoi, la copie attitude. Non, mais effectivement, tu as raison, hein, on en parlait, et on en parlait par exemple de Nikki ex Eh ASH, ouais. maintenant Nikki Cross, qui elle a pas su, qui n'a s'est pas encore pour l'instant relevé de son push qui était malheureusement mal calibré par rapport à ce qu'elle faisait, parce qu'elle travaillait bien avant, hein. Pas C'était de pas sa venu de faute, totalement vie. nulle part, hein, mais ça a flingué totalement, ça lui a coupé les ailes à la pauvre Nikki. Et puis on peut aussi penser à d'autres, par exemple récemment Biggie, qui aussi travaillait bien, et puis d'un coup on lui file un titre sans forcément back-upper derrière, il s'en sort pas trop. Kofi, ça fait un peu ça aussi, même si Kofi c'est un peu différent parce que Kofi était déjà, c'est plus un titre récompense pour l'ensemble de sa carrière, donc quelque Ouais. part c'est moins choquant qu'après il fasse pas grand-chose. Mais voilà, des livres, des Biggie, des Nikki, bah, eux par contre ils ont encore beaucoup d'années devant eux, et tu te dis bah ça aurait pu leur couper les ailes. Liv, bah, elle s'en sort un peu mieux que les autres.
Ouais, bah bravo. Écoute, on va rester avec le Judgment Day, puisqu'il y a aussi de l'embrouille avec Santos Escobar dans les backstage un petit peu plus tôt, avec Dominique Mysterio, voilà, pour lequel Santos Escobar a très peu de respect, hein, parce que Domino, il fait des trucs pas très cool avec son papa, et Santos Escobar bah, je sais pas, il a acheté un nouveau tapis, il a fait un trou dedans, et puis c'est son nouveau gear, visiblement. Donc il arrive au ring, puisque un match est booké, Santos Escobar versus Dominic Mysterio. Santos, il vient avec le masque dédicacé que Rey Mysterio lui a donné, hein. Rey Mysterio, il est comme ça avec les fans. Il balance des masques, il dédicace les masques. Donc on a eu un match entre les deux qui était tourné autour du respect. On avait notamment le masque qui avait été posé sur le turnbuckle et Santos qui prend Dominique comme ça et puis il lui montre à un moment il le dit regarde ça c'est le masque de ton père, tu veux lui apporter le respect et Dominique qu'est-ce qu'il fait, il crache dessus. Enfin il essaie parce qu'il crache à côté, il a 10 cm, il loupe la cible. Donc je sais pas comment ça se passe à la maison avec Rhea Ripley mais j'espère faut travailler un petit peu ça quand même. Et puis à la fin du match, Rhea Ripley fait le riptide parce qu'elle n'a pas assez distribué sur Santos Escobar à l'extérieur du ring. L'arbitre ne voit rien, évidemment, totalement incompétent. Et puis bah, Dominique, il cueille Santos Escobar comme une fleur. Troisième corde, le frog splash. 1, 2, 3. Une belle victoire de Dominique hein, qui. Comment dire, Dominique, il commence un peu à faire tout le tour du roster. Et il lui reste plus grand monde à battre hein, finalement là sur sa kill list. D'ailleurs, Oui. à la fin, Dominique, il déchire le max de Rey Mysterio, qu'un respect. Il galère, hein, il a du mal à déchirer les choses. Il a du Mais mal il y à arrive viser. aussi. C'est mieux que l'autre Oui, fois. c'est Hein. mieux. Donc l'autre Oui, oui. fois, En fait, il essaie de faire un truc, il déchire un peu les orbites, enfin les trous pour les yeux, les yeux, quoi. là. Ouais, enfin, il essaie de créer je sais pas, créer un truc, quoi, avec le masque. Il y arrive quand même, hein. Et puis là, Rey Mysterio débarque, il veut récupérer son masque, il rend le masque, c'est pas bien. Oui, il veut donner ses données, reprendre ses volets. Et là, il prend le masque, puis il frappe son père, et puis il s'en va, bien content de son méfait. Judgment Day, c'est vraiment des crapules, quand même, hein. C'est vraiment des voyous, aucun respect pour le reste, en fait, du monde, tout simplement. Ouais, mais moi, c'est des crapules, mais je trouve que ce truc-là marche, terriblement, avec un Dominique et en fait, ils ont eu l'intelligence finalement d'entretenir l'irrespect de Dominique envers son père, durant tous les mois où ils étaient chacun dans des rosters différents, Ouais. que ce soit par des petites phrases ou que ce soit par les petits segments, vidéo qui nous passaient là, avec Thanksgiving, Noël, Saint-Valentin et cetera, qui permettaient d'entretenir un peu la flamme. Mm. Et du coup, bah là, le truc, il arrive en période de WrestleMania, il est toujours bien, bien vivace. Le Dominique, eh ben, moi, je trouve qu'il. Alors, c'est pas le plus grand catcheur du monde, mais par contre, dans cette histoire-là, il est parfait, en fait. Il est détesté par le public, et puis, bah, mine de rien, il commence à avoir qu'on s'appelle, c'est la street cred, là, je sais pas quoi, il commence à gagner des matchs dans le ring, en fait, et c'est plus juste le mec surpushé, favorisé parce que c'est le fils d'eux, quoi. C'est le mec maintenant qui commence un peu à gagner des matchs aussi. Alors, pas clean, hein, c'est un heel, mais Ouais, il commence à mais les il a, gagner. il a pas trop été trop dominé hein, par Santos. Il a Voilà, c'est ça. plutôt. Ouais. Il est pas, il est peu moins là, il est moins à la ramasse qu'avant. C'est plus le loser complet, quoi. Donc tant mieux. Moi, je trouve que ça marche bien. Le seul truc à la limite qui zarbe dans ce segment, c'est qu'à la fin, Dominique, il attaquerait. Et par contre, Santos, qui est méga pote, méga fan de Rey Mysterio, qui a 10 mètres de là dans le ring, il va pas intervenir, quoi. Ouais, il aurait pu au moins courir et puis toi prendre des nouvelles de Rey Mysterio. C'est vrai Exactement, que ouais. Bon. voilà, il a pas le temps. Je sais pas, peut-être il s'est emmêlé les pieds dans le tapis qui lui sert Ouais. de dire le con. Il avait la tête, il cherchait le trou, il disait merde, j'arrive pas à remettre mon tapis. Je me fais qui éteint la lumière. Alors Oh bah, là voilà, là. le jugement Day, c'est toujours notre plaisir de chaque semaine, hein. Dans les vestiaires, la Bloodline, le fameux fil bleu dont je vous ai parlé, Roman Reigns demande à Jimmy s'il a parlé à son frère. Jimmy répond ouais, t'inquiète, mais déjà il a besoin un peu de temps, tu sais. Donc il ment même un peu, je crois, hein, à Roman Reigns. Il lui dit pas vraiment la vérité. Il dit ouais. Enfin, je sais plus comment il lui a tourné ça, mais à toi, clairement, il a pas les nouvelles que Roman Reigns voudrait avoir de la part de Jey. Et Roman Reigns finit par dire écoute, je finis par être un petit peu impatient là, tu comprends? Mets-toi à ma position. Il dit bah ok, bah je vais aller le voir, je vais aller choper Jey. Je sais pas si c'est là d'ailleurs qu'il le menace ou si c'est dans une autre séquence backstage. Ouais, alors je sais plus s'il y en a eu, si dans celle-là ou pas, mais Ah, c'est un pour peu moi, plus tard, ouais. c'est plus tard qu'il lui dit non, mais c'est pas à Jay que je fais la menace, c'est à toi. Ouais. Ouais, je Bon, crois, parce que bah justement, hein, Jimmy dit à Roman Reigns, ouais, j'ai parlé à Jey, il a besoin d'un peu plus de temps que prévu, et il voudrait que Roman Reigns se laisse tranquille.
Et Roman Reigns, il dit, comment c'est pas possible. Après tout ce que la Bloodline a fait pour Jay, qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit à Jimmy, parce que Jimmy a un match un petit peu plus tard euh, face à Sami Zayn. Et là, Roman Reigns dit à Paul Heyman que si Jay ne revient pas dans une semaine, donc la semaine prochaine, ce n'est pas Sami qui sera accusé, c'est Jimmy. Et que Jimmy va payer, quoi. C'est Jimmy qui va morfler. Donc voilà pourquoi Jimmy est dans le mal, tout simplement. Alors, c'est un petit peu Ouais, c'est vraiment centré sur Jimmy l'histoire finalement là. Ouais. Là, c'est Jimmy qui est en train de perdre sa place dans la Bloodline et qui est dans l'œil du cyclone. Mhm. Et l'histoire, c'est est-ce que Jay va revenir sauver son frère finalement, si on résume un petit peu le Ouais, truc, ouais. parce que on le voit plus du tout Jay. Même Sami est un peu à l'écart sur cette histoire-là finalement. Et là, Oui. c'est centré sur Jimmy. Et la menace est claire de la part de Roman. Il a dit non, mais là, je suis à bout de patience. Quand je dis que je suis à bout de patience, c'est pas envers Jay, c'est envers toi en fait, Jimmy, qui toutes les semaines me raconte des cracks et ton frère revient Mhm. pas quoi. Mhm. Donc bon, c'est ça, c'est chaud pour Jimmy là. Ouais, ouais. Et t'as raison de le souligner, c'est très bien, c'est très fort, hein. On retrouve vraiment un format un peu de type série télé où vraiment on a un peu le focus sur à chaque fois un personnage un petit peu différent de la Bloodline. Bon, à part Solo, bon, il est là, mais on lui demande pas Ouais, forcément d'être euh, d'être il trop. apprend Solo. Voilà, il apprend, et puis il tape. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien foutu, et là on sent bien l'impression. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on fasse un super catch-up, parce qu'évidemment, cette histoire ne s'arrêtera pas au main event face à Sami Zayn. Il faut bien garder en tête qu'à ce moment-là, Jimmy est menacé de mort par Roman Reigns si Jay ne revient pas, hein. Donc ça, c'est Voilà, très on se très soumet du important. Sheamus, Drew McIntyre. Alors Drew McIntyre, il arrive, il prend son micro, il dit ouais, j'ai pas de programme. Pas de programme. Là, papy, il va falloir. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus une ficelle utilisée quand même pour WrestleMania. Parce que là, je pense qu'ils sont 5 ou 6 à nous faire le même coup. Ils prennent leur micro. Ils disent j'ai pas de programme. Ce qui est con parce que maintenant c'est sur 2 nuits. Donc il y a 20 matchs quoi. Et c'est vrai que les mecs, ils ont 0 match de prévu. Ah, du coup, Drew, Ouais. il attend plus. Il challenge Gunther. Et là, Sheamus débarque. Il fait hop hop hop. Qu'est-ce que tu me fais là, poteau? Il dit Et attends, toi, c'est toi, pas. tu joues là. Et ouais, c'est pas personnel qui lui fait l'Écossais. Il dit, bah, toi, comment ça, c'est pas personnel? Tu sais que pour moi, le titre intercontinental, c'est le seul que j'ai pas, c'est la breloque qui me manque, là. Il fait, écoute, bon, on est poteaux, on est potes, tu l'as dit. Les amis se disent la vérité, c'est vrai, il faut se dire la vérité. Bah, t'as déjà eu ta chance, poteau, et t'as perdu 2 fois, poteau. Il dit, quoi, poteau? Je vais te faire manger le poteau, poteau. Alors, les deux commencent à se prendre la tête, et là, le plus grand poteau de tous les poteaux, LA Knight, débarque, hier, et il nous rappelle que WrestleMania ne peut pas avoir lieu sans lui. Il n'y a pas de WrestleMania sans de LA Knight Moments. Et les deux autres commencent à se prendre la tête. Et puis là, on a une version plutôt originale, plutôt bien goupillée, de fameuses Revolving Doors, qu'on n'avait pas trop, hein. C'est un truc que fait pas trop Triple H. Et là, ils l'ont fait. Et je trouvais que c'était plutôt bien foutu parce que alors, les deux Européens continuent ils font même pas gaffe, ils calculent même pas LA Knight en fait. Oui, moi, à un moment, j'ai cru qu'ils allaient le décapiter directement et reprendre la conversation ensuite. Oui, ils auraient pu faire ça, ça aurait été très dans le style. C'est le New Day qui débarque. On parlait de Kofi, voilà, voilà, il se moque de Lena qui est venu pleurer, blablabla. Et puis après, c'est Karrion Cross qui arrive avec Scarlett. Et puis Elena, il commence à attaquer. Et puis c'est la grosse bagarre. Sheamus se retourne, il tombe sur Drew McIntyre. Les deux hommes se toisent. Et Drew McIntyre prépare son attaque. En fait, il saute par-dessus la troisième corde sur tout le reste du groupe. Karrion Kross s'en prend à Sheamus. Et puis, c'est Karrion Kross qui reste fort sur le ring. Voilà. Il y a du monde pour aller chercher le titre de Gunther. Et bah, ce sera peut-être pas qu'une simple triple frite. Puisque c'est à ce moment-là qu'on se dit ça. Sauf que, bah, en fait, peut-être que ce sera juste un 1 contre 1. Je me corrige en direct. Puisqu'on nous book pour la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, un Match à 5. Fatal Five-Way. Mhm. C'est ça, ouais, ouais, match à 5. Alors après, ils peuvent toujours faire en sorte que le match à 5 ait pas un finish propre et que du coup, ça amène quand même un match à plusieurs à WrestleMania. C'est où soit c'est bagarre générale et ils n'arrivent pas à le gérer, soit c'est un double tombé en même temps, puis du coup, tu n'arrives pas à départager les vainqueurs. Enfin, t'as toujours une pirouette pour t'en sortir si tu veux faire un match à plusieurs. Par contre, c'était ces arbres, en fait, ce line-up, parce que tu as Sheamus et Drew McIntyre, ok, Legit. legit pour un match à Mania, et puis d'un coup, tu te retrouves avec LA Knight qui arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, ce mec-là, Moins t'as vraiment legit. l'impression. Moi, legit, Kofi, que moi j'aime beaucoup, mais bon, qui malheureusement est plus vraiment dans la hype du moment, et puis de toute façon,
je trouve que Kofi, il le vend absolument pas fort par rapport à son passé, en fait. Et donc, du coup, bah, il n'est plus legit, voilà, à ce niveau-là. Et puis, le dernier, on n'en parle même pas, la ceinture de plomb de l'année. Qu'est-ce qu'il va foutre là? C'est sa femme qui va se battre pour lui, quoi. Donc, Oui, enfin, bref, c'est bon. il a pas Donc, été voilà. viré celui-là encore. Bah oui, qu'est-ce qu'il faut encore là? Je pensais qu'il serait viré, moi, ce gros loser là. Donc bon, bah, au moins, alors on va voir le verre à moitié plein en disant qu'au moins, ça y est, il se réveille et puis il s'occupe un peu du titre intercontinental. Ouais. Alors que manifestement, jusque-là, tout le monde s'en foutait. Puis comme tu le dis, Drew McIntyre qui commence sa phrase en disant: «J'ai pas de programme pour Mania», bah, tu en conclus qu'il aura du coup un programme pour Mania puisque de toute façon, cette intro là se termine toujours par un match à Mania. Donc bon, Ouais. Bon, ça c'est un se petit goupille en fait, ça se goupille avec Adam Pearce et Gunther qui dit écoute, Arso, je n'ai pas d'adversaire digne de ce nom pour le titre intercontinental. Pardonnez-moi mon accent, j'ai vécu 5 ans en Autriche, voyez-vous, et j'ai rien retenu pour son titre intercontinental, et du coup, c'est ça qui va booker le match. Ça pourrait, ils sont 5. S'il n'y en a aucun qui se départage, 5 plus 1, 6. 6, bah, c'est une configuration pour un petit ladder match pour le titre intercontinental. bah oui, un classique. Pareil que notre ami Gunther n'aime pas trop les stipulations, donc voilà, il faut un petit peu le squeeze, Gunther, toi, le tester. Voilà. Par contre, un ladder match avec quasiment que des big guys, ça ferait Mais bizarre, oui, quoi. À part Kofi, euh, mais oui. ça serait inédit comme configuration. Ouais, avec des tables et tout, ce serait inédit, quoi. On est à WrestleMania, papy, hein. Il faut de l'inédit, il faut de la surprise, de la configuration un petit peu inattendue. Quelque chose qui est inattendu, j'aurais même dire qu'on n'attend plus, c'est Bobby Lashley versus Bray Wyatt. Bobby Lashley, il arrive, il dit ouais Bray Wyatt, tu me dis de courir, j'en ai marre de tes jeux à la con là. Je viens de chercher à SmackDown et puis là une vidéo apparaît, c'est l'oncle Audi qui attaque Bobby Lashley par derrière et Bobby Lashley s'apprête à lui faire un spear, il me semble, sauf que les lumières s'éteignent, elles se rallument et l'oncle Audi n'est plus là. Voilà. Dit. Voilà. Ouais, bah c'est un petit peu finalement à l'image, je trouve, de l'utilité de Bray Wyatt globale dans le roster. C'est-à-dire que c'est Lashley qui vient à SmackDown pour vendre le truc parce que bah, Wyatt, de toute façon, il fait rien par des montages vidéo. Et au final, il Toujours sur envoie. Adobe Premiere, là, il est en train de faire ses montages. Attendez, C'est ça, j'arrive. j'ai retrouvé une vieille Le vidéo mec, il est là. en Attendez. télétravail. Il est en télétravail. Ah bah carrément, attends, et franchement, les mecs qui payent pour lui, ils doivent être ravis quoi, de Wyatt. Et du coup, l'autre, il envoie son Oklahoma qui se fait déboîter en 2 secondes par le Bobby. Et je suis très content, voilà, Bobby. Et, alors, par contre, le seul truc qui m'interpelle un poil, c'est le positionnement de Lashley qui, je pensais, allait passer heel parce que Wyatt est plutôt suivi par la foule. Mais qui en réalité est toujours complètement face en fait. Donc alors Ouais. moi ça me va bien hein, parce que moi je préfère largement Bobby Lashley à Bray Wyatt, mais bon c'est quand même étonnant comme alignement, mais c'est à l'image de la rivalité quoi, qui pour l'instant ne fait pas sens ni intérêt. Allez, bon, nous on va faire comme Bray Wyatt, on va éteindre les lumières sur cette séquence. Et on les rallume, parce qu'on retourne dans la division féminine, pour le plus grand plaisir de tous. Shayna Baszler a fait taper Tegan Nox, voilà, incroyable, dans un match fabuleux. Il y a eu de l'embrouille un peu plus tôt backstage avec Ronda Rousey, Shayna Baszler, Natalya, Tegan Nox. C'est là que Ronda Rousey était blessée, ou elle était déjà blessée la Oui, semaine dernière? Oui, c'est là, hein. Elle lui a cassé le coude, la bobo coude. Elle a dit bobo coude, moi bobo. Ronda bah, Rousey. beaucoup oui parce qu'à l'origine, si je dis pas de bêtises, on devait avoir un match tag team ce soir entre Mm. les MMA-meuses et puis Natalia et son bouche-trou. Et au final, bah, du coup, on a eu un 1 versus 1 avec Shayna qui a catché la place de Ronda. Alors, est-ce que la blessure de Ronda est legit? Et en ces cas-là, je pense que ça foutrait les plans de Mania à terre concernant cette nana-là. Ou pas, bah, bon, voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein. C'est malheureusement totalement inintéressant. Ouais. C'est la première chose que je me suis dit, c'est oh, elle est vraiment blessée. Elle est vraiment blessée, toi. Enfin, j'ai dit ça y est. Et puis d'ailleurs, on verra Caro va se dessiner des matchs pour WrestleMania, va se dessiner un match pour WrestleMania qui court-circuite peut-être un programme qui aurait pu être pour Ronda aussi. Donc à suivre, hein, voilà, n'hésitez pas si vous avez des nouvelles du coup de Ronda Rousey, parce qu'elle a Bobo, hein. Elle a dit qu'elle avait Bobo, donc si vous avez des nouvelles du Bobo, ouais. Bobo, à Bobo, Ronda. Bon, on arrive au main event, si je dis pas de bêtises, mon papy, Ah bah certainement, avec hein. Solo Sikoa accompagné de Jimmy ils doivent tous les deux régler cette affaire de Sami Zayn, c'est pas possible. On peut pas laisser comme ça
un roux en roue libre foutre le bordel chaque semaine. Il faut arrêter cet homme. Il faut le tuer. Voilà. Tuons tous les roux. Tuons les roues ils n'ont de toute façon pas d'âme, donc ça ne changera pas grand-chose. On rendra un grand service à tout le monde. Je tiens à signaler que nous avons des roues dans l'équipe de Ketchup. En tout cas, nous avons des gens sans âme dans l'équipe de Ketchup. C'est surtout ça, des gens sans âme. Des faux roues. Des roues qui ne s'avouent pas roux. Enfin, voilà, qui s'ignorent. Des roues qui Des s'ignorent. roues qui ne sont pas encore qui ne sont pas Travaillées. encore affichées, qui ne sont pas sortis du placard. Solo Sikoa versus Sami Zayn, c'était donc notre main event à SmackDown. Sami Zayn est chaud bouillant, évidemment, avant que Solo Sikoa le calme un petit peu. Il renvoie le Canadien là d'où il vient. Des gros near fall, et puis une petite interférence, un final de Jimmy qui va faire choper la victoire, enfin donner la victoire à Solo Sikoa. Pour ce main event. Après le match, pof, c'est le beatdown. Jimmy et Solo. Et puis c'est Jimmy qui arrête son petit frère, qui veut s'occuper de la mise à mort de Sami Zayn. Sauf que Sami, hop, il se relève, il attaque les deux hommes et il se barre. Et donc, il évite la sentence, quoi. Il évite la mort, qui était la punition qu'avait demandé Roman Reigns auprès de ses cousins. Et ça se termine avec Roman Reigns devant sa télé, qui n'est pas content du tout de ce qui vient de se passer. Et oui. Ouais. Bah oui, parce que Sami, en fait, malgré sa défaite, il enfonce un peu plus Jimmy là, dans cette affaire-là. Parce que c'est une défaite, ok, il prend la défaite. Et derrière, ils sont censés éliminer définitivement The Roux problème. Et puis, pas du tout, parce que Jimmy merde, en fait. Au moment où Sikoa peut régler le problème, il dit non, attends, je vais le faire moi. Et puis, ça se retourne contre eux. Et ils se font chasser comme deux pauvres mioches là, qui se prennent un coup de martinet, là. Voilà, hop, dehors, les gosses. C'est comme ça que ça se règle l'éducation. Et puis Jimmy et Solo emmerdé avec Jimmy qui était censé gérer ça. Vis-à-vis de Roman qui souvent quand il file les responsabilités à quelqu'un qui foire derrière, ça pardonne pas. On craint le pire pour Jimmy là après ce main event une nouvelle fois foiré. Ah il est blanc, il est vide, on va voir que ça va pas. Que l'histoire n'est pas terminée, mais effectivement la Sami Zayn qui s'en tire malgré la défaite. Et TikTok, comme dirait l'autre, le temps est compté pour Jimmy dans la Bloodline et le temps est terminé pour l'analyse de ce SmackDown. Mon papy, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown du 3 mars, s'il te plaît. Intéressant. Mon flop, je vais le donner à Ronda qui se blesse. Voilà, c'est gratuit. À Bobo, le Bobo de Ronda. Bobo de Ronda là, qui déjà était redescendu très bas dans la. Il n'arrive même pas à gérer cette partie-là. Donc, ça aurait pu être pour Wyatt aussi, mais Wyatt, je lui donne une semaine sur deux, et c'était la semaine dernière, donc il l'aura la semaine prochaine. Il faut laisser du temps à Wyatt pour choper ses flops, sinon ça devient trop redondant. Le top, j'ai aussi deux favoris. Et alors je le donne souvent à Domino, mais je vais pas lui donner cette fois-ci. Je vais le donner à Jimmy, qui dans cette histoire de Bloodline ne l'aura pas souvent eu, et puis qui là me fait pitié en fait, Jimmy. À vraiment être coincé complet entre sa fidélité à Roman et ses histoires de famille qui ne s'arrangent pas. Donc Jimmy dans la merde, voilà, c'est lui qui prend mon top. Et ma note, comment pour ça a globalement fait le taf ce SmackDown. C'est pas foufou de toute façon, comme toute la road de WrestleMania. Mais globalement, ça cochait pas mal de cases, puisque ils ont rattrapé un petit peu l'histoire de Cody Roman qui était mal goupillée, puisqu'elle venait caramboler l'histoire Bloodline Sami. Donc en séparant bien les deux, ils ont réussi à peu près à faire la maille. Le titre intercontinental est remis un peu sur le devant de la scène. Et tiens, Charlotte, par contre, on a plus de nouvelles, mais on s'en fout de toute façon de Charlotte. Non, son nom a été mentionné pendant le match de Rhea Ripley. C'est-à-dire, pendant son match, elle s'adressait à la caméra et à Charlotte. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a de la championne. Voilà, donc c'est vrai qu'il fait le taf en ce moment, mais le jugement de dé, moi j'aime bien notamment Rhea Domino, donc c'est plutôt bien. Donc je vais lui donner un 2,75 à ce show. Ouais, pas mal. Écoute, moi, mon flop. Alors, mon top.
Mon top, mon top. J'hésitais, je voulais le donner au Judgment Day, mais je vais en profiter, je vais le donner à Roman Reigns. Je vais le donner à Roman Reigns, tu l'as donné à Jimmy, moi je le donne à Roman Reigns. Je l'ai trouvé très très fort sur sa promo quand même. Très très fort sur sa promo. Le pauvre Cody Rhodes, il a pas trop vu la lumière. Et, Ah, c'est dessus, hein. et il s'est un peu fait dessus. Et il a quand même bien enchaîné, quoi. Et c'est marrant parce qu'après on va parler de Monday Nitro. Il s'est passé pas mal de choses dans cet exercice-là de promo entre contenders et champions, les patrons et tout. Et c'est marrant parce qu'on parlait, ouais, Cody Rhodes avec Giscal qui tente de rentrer dans les studios. Là, je vois sa tête dépassée, mais on avait parlé la Non, dernière. dehors. Cassez-vous, vas-y. Eh, Lâchez les chiens. Laissez-moi rentrer. Ouais, vas-y, Giscal, installe-toi. Donc, ouais, Giscal, tu te souviens, on disait, ouais, Cody Rhodes, le patron, là, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui avait vraiment eu un programme de patron dans un weekly, où à la fin, il disait, rentrez, faites attention en rentrant chez vous, roulez doucement, roulez prudemment. Là, j'ai trouvé, toi, cette promo avec Roman Reigns, bon, il a toujours ça pop et tout, mais il m'a paru un peu moins patron, quoi, j'ai trouvé. Donc, en tout cas, vrai patron. ouais, voilà, le vrai patron, c'est Roman Reigns, et du coup, je donne mon top à Roman Reigns. Et puis mon flop, alors j'ai pas de gros flop. Allez, je vais tirer sur l'ambulance et puis je vais le donner à Charlotte qui était pas là. Voilà, hein, j'en ai marre. Allez, hein. Dès que je peux le donner à Charlotte, je le donne à Charlotte. Voilà. Mérité. Et ma note, je vais donner un 3, parce qu'on a aussi pas mal, on a essayé quand même, on est assez concentré sur la route pour WrestleMania malgré tout, même si c'est pas forcément très folichon. On était pas mal concentré, qui c'est pas forcément le cas chaque semaine. Et toi, Giscal, qui vient d'entrer par effraction, tu veux donner ton top, ton flop et ta note? Oui, mais bon, comme vous changez les clés chaque semaine aussi, moi je sais plus quoi faire. Je sais pas si je dois le prendre pour moi. Bon, allez, ton temps est Ouais, écoulé. non. Allez, hop, trop tard. Voilà, Salut, c'est hein, bon. et hop, casse-toi. Ouais, voilà, vas-y. Bon, parle ou on te fait parler. Allez. Oui, pardon. Oui, mon top et mon flop. Eh ben, très bien. Mon top et mon flop, je vais le donner au même segment. Je vais le donner à l'intro et à cette promo entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Top parce que j'ai trouvé que c'était une magnifique promo, excellente, exactement, enfin qui cochait vraiment les cases que j'attendais de cette première confrontation. Grosse tension, de la punchline, du charisme. Et donc ça, c'était très très bien. Et à la fois mon flop, parce que, en fait, j'ai trouvé que ça avait mis en lumière le fait qu'on n'avait pas besoin de la promo des Man d'il y a 3 semaines. Mais oui. Voilà. C'était dommage parce qu'au final, ils ont repris des codes de la promo des Man en beaucoup mieux. Et on n'avait pas l'impression, finalement, il s'était passé un truc en mode ouais, parce que Cody Rhodes, il avait dit ouais, maintenant c'est personnel, machin et tout. Là, en fait, c'était pas personnel au début de la promo et ça l'est devenu petit à petit, comme si la promo des Man n'avait pas existé. Et finalement, cette promo me faisait dire bah, elle aurait pas dû exister cette promo et ça aurait été encore mieux. Donc voilà, c'est à la fois mon top et mon flop parce que j'ai trouvé que c'était une sorte de faux départ qui était un super faux départ, mais un faux départ quand même. Et ma note, je garde, je te vole ta note. Je trouve que 3 sur 5, c'est pas mal. Un SmackDown concentré, beaucoup plus concentré que la semaine dernière. Beaucoup de déchets aussi, mais quoi qu'il arrive, voilà, ça fleurait un petit peu plus bon WrestleMania, quoi. Eh bien, super. Voilà, merci. Hein. Allez, salut. Merci d'être passé. Allez, à C'est plus les toujours- gars, ciao. On tu se prends- reprend pour le mot de la fin d'Euro. Hein. Bon, allez, justement, on y va. Nous sommes le 6 mars et nous sommes. Alors, la ville natale de Giscal, justement. Hein. Il est né. Mentalement, il est né là-bas. Son cœur, Ah oui. son cœur est né à Boston, dans le Mash ta chaussette. Puisque nous sommes donc sur les terres de Johnny qui nous fera un petit coucou, l'honneur de sa présence un petit peu plus tard. Mais messieurs, on commence avec l'arrivée en limousine de la Bloodline. Il y a Jimmy Solo, il y a Polo. On y va. Le chef tribal, Jimmy dit ouais, j'ai compris ce que Roman Reigns m'a dit. En même temps, il n'y avait pas le choix, hein, vu comment ça s'est terminé pour lui. Là. Oui, je dois régler le problème de Sami Zayn. Bah oui, bon gars, ça fait 2 semaines. Donc il serait temps. Hein. Donc là voilà, on est dans une continuité. Limite, ces 2 épisodes, il fallait les regarder d'affilée pour vraiment être dedans et comprendre toutes C'est les trop bien. implications de ce qui va se passer tout au long de cet épisode. Sami Zayn s'est barré, il a réussi à s'échapper. Ça veut dire que Sami Zayn a survécu. L'homme, il ne peut pas survivre. Il faut tuer le roux. Hein. Voilà. Qui est voilà. de roue. Et donc Sami Zayn est ce soir à Boston et donc la Bloodline va pouvoir mettre la main sur le Canadien. Alors Solo doit résoudre le problème Kevin Owens et Jimmy doit résoudre le problème Sami Zayn. Voilà, comme ça, les bases sont posées pour cet épisode, messieurs. Voilà, on sait qui doit faire quoi. Au moins, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, Kevin Owens, il arrive sur le ring et il a son match
face à Solo Sikoa. Un gros match là, de deux gros bonhommes bien agiles, bien techniques. Et puis pendant le combat, Owens monte sur le turnbuckle là, et puis Jimmy Popoff il arrive pour la petite distraction. Et Solo en profite pour balancer Kevin Owens et l'attaquer. Mais à la fin du combat, Kevin Owens fait son cannonball sur Solo. La Swanton pour le tomber. Mais Jimmy il est pas bien, Jimmy. Hein. Là, il est pas bien. Obligé d'intervenir. Et du coup, ce con-là, il disqualifie son frère. Et ouais. Et donc, Kevin Owens remporte le match. Donc, bravo, Jimmy. Jimmy. Je pense que là, toutes les mauvaises décisions à prendre. Plus de Jimmy, hein. Toutes les mauvaises décisions à prendre, il l'a fait. Après le combat, hop, pas content, vexé. Il réfléchit plus trop. Il attaque Kevin Owens. On place le Canadien sur la table. Et qui débarque? Wow. Sami le roux Sami, le roux, qui arrive. Il va attaquer tout le monde avec une chaise, mais il se barre. Ils sont un peu cons. Le mec se présente à eux. Il pourrait quand même, une fois de plus, Jimmy, qui est bête. Et donc Sami Zayn tend sa main à Kevin Owens. Mais Owens refuse sous les huées de la foule. Et d'ailleurs, un petit peu plus tard, Sami va lui dire écoute, je comprends pas là, mon gars. Moi, je t'offre la paix et tout. Je sais plus quoi te dire là maintenant. Et Owens lui dit écoute, tu sais ce que je veux te dire, moi, que la Bloodline est trop grand pour une personne. C'est compliqué. Mais toi et moi, on a le même objectif. Ça, c'est ce que dit Sami. Hein. Attention, entendons-nous bien. La seule façon de réussir, c'est d'agir ensemble, comme nous, tous les trois. Là, on parle de cet épisode. Moi, j'étais dans la Bloodline, je sais quoi faire. L'autre, il dit écoute, moi, ça fait 8 mois que je suis contre la Bloodline, t'es gentil, tu sais, avec toi avec tes idées à la con. Déjà, un, t'es roux, et deux, tu m'énerves. Non. Tiens, t'as qu'à t'excuser auprès de Roman Reigns, j'ai trouvé ça super bien foutu. T'as qu'à aller voir Roman Reigns, tu t'excuses, hop, tu retrouves ta place. Moi, j'ai plus rien à faire avec toi, et Sami Zayn se barre sans rien dire. Messieurs, voilà, j'ai couvert de l'action, du drama, même si tout ça s'est pas passé en même temps, mais des choses sont. C'est chaud là ce soir, c'est chaud. Giscal, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Alors après, avec dans ton récap, t'as mis aussi un petit peu en évidence avec Candor là, toutes les petites choses qui je trouve commencent à être un petit peu difficile à avaler de mon côté. C'est vrai que j'ai un peu du mal avec ces et je pose ce commentaire là parce que ça vaudra aussi pour le main event. Je sais pas comment vous les vivez ces matchs-là, mais en fait cette storyline elle est devenue tellement longue et elle est devenue tellement plus grande en quelque sorte que des matchs de weekly que je commence à avoir un peu du mal à me passionner pour cette suspension d'incrédulité qu'il faut avoir pour ces matchs en fait où ça fait des semaines qu'ils nous disent ouais il faut régler le problème Kevin Owens, ouais il faut régler le problème Sami Zayn. En fait limite tu sais avec un discours de mafia presque, tu sais on va envoyer un hitman pour les assassiner quoi. Mais non il faut on est dans un show de catch donc il faut quand même que ça se règle avec un arbitre et tu vois sans disqualification, enfin avec des règles de disqualification entre les cordes et tout. Là, je commence à avoir un petit peu du mal au bout de 9 mois quand même à me dire Solo Sikoa va régler une bonne fois pour toutes le problème Kevin Owens s'il lui fait le tomber 1, 2, 3 quoi. C'est bon. Ça commence à être un peu dur. C'est bon, patron, j'ai débattu. Ouais, c'est bon, je les ai battus, j'ai réglé le problème. Mais bon, il est là, hein, il est à côté, il est là, il est en train de manger des petits J'ai vu fours ça en là. loop, hein, c'est bon, mais. Oui, il fait Il est en train de, fin de il est la en train de storyline. souffler, il est en train de souffler dans les vestiaires un petit peu, mais j'ai réglé là, c'est bon, là j'ai réglé. Bon, voilà, il y a un petit truc qui me chiffonne un peu, surtout qu'en plus, une sorte de code d'honneur qui est tellement fort que dès que son partenaire est en difficulté et qu'il va prendre le tombé sur justement un roll-up un peu, il faut absolument aller casser le tombé parce que sinon le problème Kevin Owens ne va pas être réglé. Donc bon, voilà, il y a des petits trucs qui font que c'est le problème de ces storylines qui sont très très longues, ça commence à tirer en longueur et c'est un petit peu ça dont j'ai peur et ça vaut aussi pour le main event, c'est que on commence à plus trop pouvoir s'intéresser à ces matchs-là. Enfin voilà, moi je sais pas comment vous étiez, mais Kevin Owens Solo Sikoa a démarré. Et en fait, maintenant avec la Bloodline, tout ce qui va tourner autour de la Bloodline, on sait que c'est post-match que ça va se passer en fait. Donc là, il y a eu 11 minutes de catch que j'ai regardé poliment, mais c'était pas fantastique et il y avait pas de suspense en soi parce que je savais que le résultat n'avait aucun intérêt. Donc ça m'emmerde un peu. Et puis après sur le post-match, j'ai bien aimé la petite passe entre Sami et Kevin Owens. Alors voilà, ce côté Kevin Owens très droit dans ses bottes, qui lui avait déjà dit ce qu'il avait sur le cœur il y a plusieurs mois maintenant, qui avait dit voilà, moi Sami Zayn, t'as fait ton choix, on n'a plus rien à voir ensemble. Il reste droit là-dessus, il en démord pas. Écoute, ok. Et on commence à amorcer justement ce petit virage qui m'intéresse, qui me rassure un peu dans cette histoire, qui est que voilà, il va falloir peut-être récupérer cette amitié pour
contrebalancer finalement celle de Pacotti qu'il a perdu. Il a ouvert les yeux, il a perdu une amitié de Pacotti. Il va se rendre compte que Kevin Owens en fait avait raison depuis le début et il va revenir à ce qui est ce qui est important pour lui, à savoir la vraie amitié, le vrai Sa respect, vraie la vraie famille, quoi. loyauté, sa vraie famille. Les vraies Donc valeurs. il y a un côté voilà effet miroir et retour aux sources et rédemption un petit peu de ce côté-là qui me plaît bien et que je voyais dans ce segment et donc j'ai bien aimé ce petit passage derrière qui annonçait de bonnes choses pour le main event dont on parlera après. Bon alors toi, Papy, t'as regardé poliment ce match? Pas Alors poli? sur ce point-là, je rejoins Pascal. Et moi, ça fait bien longtemps maintenant que j'ai cette attitude-là devant les matchs de la Bloodline, en fait, finalement, à l'exception de un ou 2, par exemple, le Zayn versus, Reigns, Oui, à oui. Montréal, ça j'étais dedans. Mais si on prend celui du Rumble, par exemple, le Owens versus, Reigns, Ouais. j'en avais rien à foutre du match, en fait, et j'attendais juste le post-match. Et c'est vrai que c'est un peu le cas pour l'ensemble des matchs de Bloodline, où tu attends le truc qui se passe après, le retour d'un tel, l'attaque de bidule, c'est un peu ça qui est intéressant. Je trouvais que ça avait été, par rapport à ce que disait Giscard sur le fait que la victoire va régler le problème. Bah, je trouvais qu'en fait, finalement, à SmackDown, ça a été mieux géré qu'à Raw parce que à SmackDown, Solo bat Sami Zayn. Et pourtant, à la fin, comme ils n'arrivent pas à lui faire le beatdown, bah, tu as l'impression qu'ils ont raté l'objectif en fait. Alors que pourtant, ils ont Totalement. gagné le match. Donc là, je trouvais que c'était le truc était bien joué. Là, par contre, effectivement, ça, alors, s'ils avaient joué sur le fait que, appuyé sur le fait que Jimmy est foiré en faisant perdre finalement, je crois, la première défaite à Solo Sikoa, bah, ça aurait été sympa, mais en fait, non, ça repart sur l'histoire qui, moi, pour le coup, m'intéresse beaucoup moins entre Sami Zayn et Kevin Owens, parce que de mon point de vue, Kevin Owens a été trop mis à l'écart de cette histoire de Bloodline pendant trop longtemps pour vraiment être un facteur décisif, enfin, un facteur important de l'histoire, en fait, pour moi. Pour moi, il est accessoire, en fait. Et donc, du coup, voir retrouver de l'importance et puis pour toute façon nous envoyer vers le match qu'on attend depuis des mois, Mmh. enfin pas qu'on attend, auquel on s'attend depuis des mois plutôt, bah ouais, moi personnellement ça me passionne pas en fait. Ouais, je Le comprends. rabichage Owens qui est Zayn, j'ai pas envie de le voir et puis si ça doit être fait, qu'il fasse ça vite et puis qu'il fasse pas de ça traîner en longueur parce qu'on sait que ça va se finir comme ça donc et puis ça on sait que ça va se finir comme ça puis moi le fait d'attendre ne me fait pas monter l'attente et que la réconciliation va exploser à mes yeux, c'est plus que ça sera lourd en fait parce que je dirais: «Bon c'est bon, tout ça pour ça quoi». Ouais, c'est vrai que Kevin Owens, ouais, il dit que ça fait 8 mois qu'il court après la Bloodline. Bon, il avait fait une petite pause, hein, entre-temps quand même, hein. C'est Ouais, pas non plus, c'était pas grande une pause. obsession, c'était plus obsessionnel à l'époque où c'était il y a quoi? Il y a 1 an et demi ou 2 ans quasiment où il avait fait sa rivalité avec Roman Reigns. Là, il était à fond dedans. Après, bon, il était, je crois pas qu'il était forcément obsédé par ça. Donc c'est vrai que voilà, il était très accessoire. Bon, maintenant avec Sami Zayn, ça marche plutôt bien, puis c'est plutôt quand même bien écrit malgré tout. Là, cette passe d'armes là, comme tu as dit jusqu'à le backstage, elle est, comment dire? C'est satisfaisant d'un point de vue côté spectateur. C'est bien écrit, toi, ces personnages qui restent droits dans leurs bottes et qui, comme tu l'as dit, et qui, bah voilà, qui restent debout face à ce qu'ils pensent vraiment. Et on a un héros, la Sami Zayn, pour qui, qui a pas fini maintenant. C'est le héros qui revient sur, voilà, il a eu son voyage et il revient sur ses terres et en fait, bah, il doit encore faire ses preuves, quoi. Il a dû sacrifier beaucoup de choses et il doit se réconcilier avec les gens qui étaient sa famille, ses vrais amis depuis le début. Donc, malgré tout, plutôt bien conçu à ce niveau-là. Et puis, c'est pas fini de toute façon. Il y a beaucoup, Non. beaucoup, beaucoup de choses Non, il y a qui se encore plein de passent. choses. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça, juste parce que pour répondre, moi je te rejoins quand même, Papy, sur le fait que, mais ça on en parlera peut-être plus au main event, que ce endgame me désole un petit peu par avance, mais bon, Hmm. voilà, est-ce que c'est vraiment ça qu'on va avoir? Néanmoins, ouais, ce qui me plaît bien au moins, c'est que, à défaut d'aller tout droit, bille en tête vers quelque chose de très facile et de très décevant à l'échelle de l'histoire de la Bloodline qui nous a été racontée, je trouve que ce petit enfin objectif secondaire en quelque sorte, ce nouvel objectif, nouveau petit chapitre de l'histoire me plaît bien dans le sens où on retrouve, enfin on redonne à Sami Zayn un objectif un poil plus ambitieux et intéressant que de juste aller chercher des ceintures pour casser la Bloodline, quoi. Ouais. Et finalement d'avoir ce côté un peu poétique de revenir vers quelque chose qui a plus d'importance à ses yeux que tout, qui est son amitié avec son pote. Voilà, je trouve que c'est quand même, il y a quelque chose de bien, mais ça changera pas le fait que si in fine c'est Uso contre Kevin Owens et Sami Zayn pour les ceintures et basta et que c'est vendu comme ça, ce sera forcément frustrant, quoi.
Bon, on a eu Bobby Lashley, on a une vidéo, enfin, il y a eu Bobby Lashley qui est dans les coulisses, il dit oh, j'en ai marre, et puis Wyatt est pas là, et c'est vrai que Wyatt est pas là. Ok. Ensuite, on a Ouais. Baron Saxton avec Carmella, parce que Carmella a un match ce soir face à Bianca Belair. Carmella dit à Pierce, ta championne, elle va se faire humilier. C'est quand même pas cool de la mettre dans un match face à moi. Tu pourrais d'ailleurs me rajouter là dans le main event, ce serait pas mal, enfin dans le match de WrestleMania. Et là, il y a Chelsea Green, Karen, qui arrive et dit je viens de trouver quelqu'un qui enfin est d'accord avec moi que Adam Pearce est un gros naze chauve. Et t'as Adam Pearce qui était là derrière et qui se barre. Ah, c'est ça, ouais, il fait Oui, il se demi-tour. barre, il entend la discussion et au lieu de venir les chauffer, il se barre, il se dit oh là non, 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 non. Excellent, j'ai C'était trouvé très ça très drôle. très drôle. Ouais, ouais. Ouais. Mais l'autre il dit bah faudrait parler au directeur, enfin faut parler au directeur du problème, Pearce, au manager du manager si vous voulez. Bon, Ouais, on passe à WrestleMania et elles sont d'accord et puis l'autre dit oh, t'as qu'à venir voir mon match, ah ouais super idée, hihi, trop copine voilà et puis le match s'ensuit face à Bianca Belair donc qui est accompagnée de Chelsea Green. D'ailleurs Chelsea Green à la fin du match, elle va intervenir, Belair la chasse, hein, elle la balance contre la barricade d'insécurité. Carmella essaie de surprendre Bianca quand elle revient avec un roll-up, mais ça ne passe pas. Et c'est le KOD qui va allonger Carmella pour le compte de 3. Victoire de Bianca Belair. Et juste après, Chelsea Green attaque Bianca Belair par derrière. La musique de notre japonaise préférée, Asuka, retentit. Elle est habillée tout en costard, là, hein, plutôt. Voilà, tu parlais de Hitman tout à l'heure. Là, c'est une tueuse, un peu en tueuse à gages de streamer japonais, là, hein. Un petit peu folklorique quand même. Et elle balance son mist là, sur Chelsea Green, là, en plein visage. Et puis les deux filles s'en vont. Et Asuka et Belair font un face-off voilà, pour l'éternité. Hein, voilà, pour l'affiche. Elles vont pas beaucoup se parler, les deux là, hein, j'ai l'impression. Donc. Bah, Sky, elle sait pas parler, donc bon, c'est sûr que. Elle sait parler, mais Oui, puis enfin, elle sait japonais, pas quoi. parler, Bianca a pas grand chose à dire. Donc comme ça. Oui, voilà. Elle s'est grondée seulement, Ascal. Elle sait pas Ouais. parler. Ouais. Tu vois, les gens qui crient, ça t'aime pas ça, toi, papy, hein, les gens qui crient tout le temps. Alors, c'est les gens qui chialent tout le temps qui m'énervent. Les gens qui crient tout le temps. Si, oui, t'as raison, ça m'énerve aussi les gens qui crient l'un sur l'autre. Là, tel Bailey et Becky, c'est assez énervant en fait. Ah, elle en peut en faire Mais des cauchemars, hein. ouais, c'est un peu dur. Là, par contre, en fait, finalement, je trouve que contrairement au Rhea Charlotte, où il se passe pas grand-chose non plus, mais je trouve qu'il est mal géré parce que, bah, Charlotte fout rien. Autant là, Asuka versus, Bianca, bah, déjà les 2 catchent assez régulièrement. Ouais. Le fait d'avoir ajouté, Carmella et Chelsea dans l'affaire, bah, je trouve que ça anime plutôt bien le truc parce que ces 2 filles-là, tu sais elles sont vraiment, là pour, bah, elles auront pas de rien pour WrestleMania. Mais par contre, bah, elles font le taf parce que du coup, elles énervent un peu tout le monde et puis, bah, elles enchaînent les matchs toutes les semaines puisque Mmh. je crois que c'était Carmella, versus Asuka la semaine dernière, Carmella versus, Bianca cette semaine et semaine prochaine, on aura Bianca versus Chelsea. Donc voilà, donc ça permet de garder un peu le truc au chaud. Et puis, bah, elles sont amusantes, en fait, les 2 filles. Donc je trouve ça là, ça me plaît plutôt. Et un truc, par contre, c'est je me suis posé la question, c'est rare qu'on voit Asuka, dans une autre tenue qu'une tenue, de catch, finalement. Ça m'a fait les arbres de la voir, habillée, presque normalement. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. On commence presque à avoir ce fameux nouveau personnage qu'on nous vend, que tout le monde Ah! a compris sauf nous. Nous, ici au studio, on n'a pas compris. Mais visiblement, le reste du monde a compris que c'est un nouveau personnage. Donc, quand je l'ai vu avec ces vêtements de ville, je sais pas c'est quelle ville, mais voilà, je me suis dit, oui, on progresse, on Il y a un progresse. personnage. Il y a un personnage quelque part sous ses vêtements. Il y a quelque chose, ouais. Non, bah écoute, ouais, en effet, ouais, je suis un peu comme Papy, je me dis, ok, c'est mieux que Rhea Charlotte, ça c'est sûr. Bon, c'est pas dur, hein. Et après, enfin, c'est quand même service minimum, quoi. Mais Mmh. ça vient du fait que, bah ouais, elles peuvent pas avoir de promo ensemble, donc c'est quand même ultra galère. Et puis, quoi qu'il arrive, je trouve que voilà, les face-off, les angles utilisés depuis quelques semaines entre les deux pour faire monter la sauce sont quand même très très paresseux. Là, cette semaine encore, la semaine dernière, c'était un jeu de chamboule-tout, là, où Carmella les a poussées les unes dans les autres. On a l'impression qu'elles avaient fait une Swanton Bomb du haut du Titantron, parce qu'elles pouvaient plus se relever. Mmh. C'était un petit peu ridicule. Cette semaine, bon, voilà, elles se regardent en souriant. Alors, ok, c'était sympa de voir Asuka, en quelque sorte, voilà, avec son, en effet, comme vous dites, ses habits, son petit regard un petit peu malaisant, là, son sourire et tout. Tu sens que Bianca Belair est pas forcément très à l'aise. Bon, ok. Mais au final, moi, ce que je retiens plus, c'est que c'est vrai que ça fait 3 semaines que j'ai l'impression qu'en fait,
le main event féminin en quelque sorte un petit peu à Raw, enfin en tout cas les nanas qui valent le détour, bah c'est un petit peu Carmella et Chelsea Green. Moi, c'est elle qui attire un peu plus mon attention depuis 2-3 semaines. Je trouve qu'à chaque fois, j'éteins Raw et les souvenirs féminins de l'émission que j'ai, c'est plutôt elle qui me les donne que la championne et sa challengeuse pour techniquement la plus grosse affiche de la carte côté fille. Je trouve ça quand même un peu gênant. Bon, bah écoute, gênant, nous verrons bien si la semaine prochaine il y aura un peu moins de gênance, mais c'est vrai que voilà, on a eu quelque chose. On nous a donné quelque chose cette semaine, un petit truc. On nous a donné un petit truc. Seth Rollins, Logan Paul. Eh ouais, ça aussi, grosse rivalité pour WrestleMania. Ça. Le Miz est sur le ring pour le Miz TV. Et il dit bah voilà, qu'il voudrait être une nouvelle fois sur le ring avec Seth Rollins. Il va être modérateur là. Il y a un petit face à face entre Logan Paul et Seth Rollins. Hein. On se souvient que via un habile hacking de smartphone, Logan Paul a accepté l'invitation de Seth Rollins de venir se déplacer tout simplement à Monday Night Raw. Et puis bah le Miz, comme il est hôte de WrestleMania 39, il doit assurer que tout se passe bien. Hein. Donc Miz nous présente Logan Paul, Seth Rollins, on a les theme songs de Seth Rollins. Miz demande le silence, mais la foule ne s'arrête pas. Logan Paul dit que voilà, ce segment a une durée limitée, alors chut chut chut. Et Logan Paul, c'est pas la première fois qu'il utilise des termes très techniques. Bientôt il va nous dire il va nous parler de kayfabe. C'est assez, je sais pas s'il fait exprès ou pas. On a la chance d'avoir la présence de Logan Paul ce soir, nous dit Seth Rollins. Donc il se présente, il dit que voilà, c'est le révolutionnaire, le visionnaire, je suis, et puis il lève le micro, et là, Seth freaking Rollins chante la foule, donc il a la foule dans ses mains. Il dit, bah, je sais que t'es quitté, toi t'es un gros clown, je t'ai sorti du Rumble, je t'ai stompé à l'Elimination Chamber, Seth Rollins, c'est vrai qu'il a fait ça. Et puis il dit, c'est quoi le problème? Il dit, je t'ai déjà humilié 2 fois, je suis meilleur que toi, tout simplement. Je suis meilleur que toi. Et puis en plus, t'es sur la fin de ta carrière. Alors moi, je suis une jeune star montante du catch. Si j'étais toi, bah, moi aussi, je ne m'aimerais pas, tout simplement. Alors Miz reprend le micro et dit ouais, c'est vrai que tu dis des choses vraies quand même, copain. Et là, le réalisé pop-up t'oublie que on t'aime pas, personne ne t'aime parce que t'es un lâche. Voilà, t'es pas, voilà, t'es juste une star de YouTube. Fini de parler. Si on allait se battre, il commence à se dessaper. D'ailleurs, je sais pas trop quel genre de sous-vêtements il porte là. C'est trop lit, c'est quand même un peu bizarre. Et c'est une espèce de gros Faut demander à douillard. Becky, je pense. Ouais, ouais, voilà, faut demander à Becky pour avoir la réponse. Donc ça commence à se chauffer. On lui dit on va pas se battre à Boston, c'est des groupes pouilleux. Voilà, on va faire ça à WrestleMania, elle propose le bise, et puis d'accord, d'accord. Et puis Rollins dit pourquoi on attendrait, il balance le Miz. Et puis Logan et Rollins commencent à se battre. Miz veut les séparer. Logan en profite pour envoyer une énorme droite, le fameux Lucky Punch. Vous vous souvenez de la oui, rivalité avec eh Roman oui. Reigns? Et ouais, qui l'envoie au tapis. Eh oui, il faut suivre. Hein. Et Logan prend le micro et il lui dit bah, quand tu te réveilleras, on sera à WrestleMania parce que c'est vrai que tu fais une petite sieste, hein, comme Giscal, voilà, la petite sieste de midi. Et puis voilà, bitch, et puis il lui balance le micro. Et puis voilà. Et puis voilà. Ça, c'est très personnel là, Giscal, les siestes. Ah ouais, les siestes. Non, non, mais ouais, j'ai trouvé ça super, super, super promo. Moi, Logan Paul me fascine en fait. Hein. C'est vrai que ce mec a une aisance. J'ai l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il arrive dans l'arène, il prend, il se nourrit il a des sifflets. Tu sens qu'il kiffe il vit sa meilleure vie. Il est extrêmement, il était dans une ambiance très très difficile à gérer avec Seth Rollins qui est à un niveau d'overness là avant WrestleMania qui est quand même assez hallucinant. L'ambiance était électrique et moi ce qui m'a vraiment frappé c'était l'aisance de Logan Paul et d'ailleurs je trouve qu'il s'en est excellemment bien sorti, contrairement peut-être à un autre jeune prodige du ring un peu plus tard dans l'émission. Donc c'était une super promo, un très très beau segment. J'aime beaucoup cet angle qui a été pris dans la storyline pour le rendre encore plus détestable qu'il ne l'est déjà, parce qu'ils ont quasiment rien à faire en fait, hein, parce que la personnalité même et le personnage public de Logan Paul, surtout avec ses affaires récentes, font que de toute manière il est méprisé par quasiment tout le monde. Mais là, c'est vrai que ce côté, ouais, tu viens chez nous, c'est pas ton monde, c'est pas ton business, et surtout, on ne veut pas de toi. Moi, j'aime bien, j'ai trouvé que la promo de Seth Rollins était assez forte, hein. Je viens de dire qu'en fait, t'es juste un sale type, on veut pas de toi dans notre maison, dans notre business, dans notre monde. Je trouve que c'est un angle qui est pas mal, qui cogne fort, qui tape dur.
parce que ça fédère forcément, hein, tous ceux qui méprisent et qui détestent Logan Paul. Et puis lui, ça le renforce dans son personnage d'énorme troll, seul contre tous. Donc la dynamique était excellente, le charisme transpirait des deux côtés. On a eu en plus une petite interaction physique pour faire monter la sauce. Donc ouais, ça c'est pour moi c'est du segment pré-WrestleMania qui lance les hostilités. Donc j'étais bien dedans. Papy, est-ce que tu étais bien dedans ou est-ce que t'as fait la sieste comme Seth Rollins? Ah non, non, je suis bien dedans dans le segment. Alors moi, je partage pas le même. Enfin, le cas Logan Paul me perturbe en fait. En tant que personnage, alors moi, je comprends qu'il soit haï. En revanche, je sais pas s'il est talentueux ou si c'est juste un mec qui va très pro en fait finalement. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait quoi que ce soit de naturel dans ce qu'il fait en fait. Il répète juste des trucs, mais bien au bon moment, il le fait bien, hein. Il casse bien ses phrases quand il faut, tout ça, mais ça, Ah, ça c'est important, hein. il transpire, ouais, c'est important. Ouais, c'est pour ça que ça marche, hein, mais c'est pas, et son catch est pareil en fait. Mécaniquement, il est bien son catch. Par contre, ça transpire. Je trouve que ça transpire rien de sincère en fait dans ce qu'il fait. Mais c'est un très bon élève. Il- Oui. et voilà, donc ouais, il est trop bon élève peut-être. Tu vois, autant un Dominique, il est aussi haï, mais quelque part, il est moins bon peut-être, d'ailleurs, que Logan Paul en tant qu'élève. Par contre, je trouve que c'est plus naturel finalement ce qu'il fait, et malgré ses échecs et parfois ses phrases qui sont totalement débiles, je trouve que ça renforce un peu le côté de son personnage. C'est que Logan Paul, je trouve qu'il n'y a pas de personnage en fait. C'est lui, c'est Logan Paul. Il récite sa leçon, Mm. et dans le catch, il va réciter son catch. Et je trouve qu'en fait, ce qui permet que ça passe bien, c'est que d'une part, lui, de son côté, il est pro et il récite bien. Et par contre, et Seth Rollins et le Miz, à côté, font un taf pour Bien créer sûr. Oui. la magie du catch, en fait. Mm. Et tu disais sur Seth Rollins qui était très bon, je te rejoins là-dessus. Et je trouve aussi que le Miz est excellent, en fait, dans toute cette Ah ouais. histoire-là, hein. Ouais. Il Ouais. job, mais comme pas possible pour les deux autres, hein, et surtout pour Logan Paul, en fait. Ne serait-ce que dans l'entrée où il va taper dans la main de Logan Paul et puis Logan Paul qui lui met un vent. Enfin, il fait tout, en fait, pour donner pour jobber pour les autres, en fait, le Miz. Et voilà, donc je trouve que Ah c'est oui. ça, en fait, qui fait que ça fonctionne, ce segment-là. C'est tu as l'excellent élève Logan Paul, et puis tu as les deux magiciens à côté qui vont créer la magie du truc. Non mais c'est vrai. Waouh, il a tout dit. Bah, je pense qu'on peut Il a couper, là, raison. rendre Il a l'antenne, raison. hein, rendons Il a raison. l'antenne, là, rendons l'antenne. Non, il a raison. Logan Paul, on Cet l'a homme déjà a dit raison. pendant ces matchs, hein. Ouais, on l'a déjà dit pendant C'est ces matchs. rare, hein, qu'ils disent que j'ai raison, donc faut Waouh. écouter Ah, là. que Je pense que vous pouvez ça, c'est de couper. l'intelligence artificielle, couper. c'est pas le vrai papy qui parle, là, c'est quelqu'un d'autre. C'est Giscal, c'est ça? Oh, C'est toi, Giscal, qui vient de parler? ouais, il a jamais dit des trucs aussi pertinents, c'est incroyable. Attends, c'est exceptionnel. Non, non, mais enfin, c'est vrai qu'il a raison, mais je pense qu'en fait, et d'une certaine manière, c'est peut-être pour ça que ça marche peut-être encore mieux ce segment, c'est que ça illustre encore plus le discours de Seth Rollins, qui est que en fait, Logan Paul n'est pas de ce monde. Mais comme il a une sorte de talent naturel et de charisme qui fait que par observation, par mimétisme, il est capable de reproduire très facilement les codes. Et c'est sorte de, en fait, c'est Logan Paul, sorte de branleur doué, en fait, tu sais, de branleur de génie un peu, qui finalement, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Seth Rollins dans la promo, qui dit, mais attends, en fait, regarde, en un an, j'ai appris en quelque sorte à faire mieux ton job que toi, et on sait que c'est pas vrai, on sait que Seth Rollins est infiniment plus doué, et puis parce qu'il a grandi là-dedans. Et le parallèle avec Dominique Mysterio est pas si inintéressant que ça. C'est un gars qui a baigné dans le catch depuis qu'il est tout petit, donc d'une certaine manière, son talent est peut-être plus organique et plus naturel qu'un Logan Paul qui a appris tout ça en regardant le catch à la télé en quelque sorte, et ça se sent. En effet, il récite, il a les bons codes. Dans ses matchs, c'est pareil, il connaît les spots, c'est un athlète formidable, donc il va savoir faire ses trucs. Mais on l'avait déjà dit dans ses matchs, hein, c'est tout le liant à côté, c'est la psychologie du ring qu'il a pas, c'est tous ces petits trucs-là. Et sur ces segments-là, évidemment, qu'il a pas, il a pas ce petit hit factor en plus qui va faire que c'est. Mais presque c'est bien qu'il l'ait pas, parce que je trouve que on est pile poil dans le ton de la promo et dans l'angle qu'ils essayent de donner aussi un petit peu à la rivalité. Mais je suis complètement d'accord avec Papy. Ouais, ouais. Bon, là où vous allez être d'accord aussi, c'est que Dolph Ziggler a servi de paillasson à Omos dans un match. Ouais. Alors, il y a eu Mustafa Ali fallait. avant. Ouais, Mustafa il a dit à Dolph Ziggler, ah, tiens, je t'ai booké un match. Alors, c'est Mustafa qui a booké le match contre Omos. C'est sympa, Mustafa. Ouais. Merci, Et Mustafa. puis, ouais, à la fin du match, c'est là, hein, c'est Mustafa Ali qui intervient, qui fait le guignol. Ringside, il a habillé, je sais Et pas dans le trop public, comment. hein. Ouais, dans le public, il fait public. ouais, bravo Dolph, il y a des pancartes super Dolph et tout. J'ai dit, attends, rien que ça, il y avait un bug, toi, des pancartes pour encourager Dolph Ziggler. Je me suis dit, attends, on est dans quelle matrice là?
Et Omos, donc en moins d'une minute, il fait le choc slam, la big boot et tout, et pof, de Ziggler, et il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et donc Mustafa Ali est bien content de son méfait. Et puis MVP prend le micro, il dit ouais, Brocky, tu voulais de la hype là, pour le match, bah c'est Omos là, voilà, c'est ça ta hype, c'est Omos. Voilà, il fait 2,30 m, c'est assez grand comme hype pour toi. Voilà, Omos va casser la bête à WrestleMania. Bon, la hype elle est assez grande pour toi, Jessica, je crois qu'elle est pas ouf. Pour Papy, là, j'ai écouté l'analyse il y a 1 ou 2 euros là, avec Raphaël, et il était pas super hypé, notre Papy. Et toi, est-ce que t'as hypé, Jusqu'à Non, mais moi, je suis pas. Non, mais je suis pas. T'as hypé de ouf, dis-le, je suis pas. Mais non, mais je suis pas du Eh tout oui, hypé. il a hypé. Mais j'ai trouvé que le segment d'annonce avec MVP et Lesnar était vraiment énorme et d'une. Mais je suis pas hype. Par contre, je suis intéressé par le match parce que je trouve que c'est une façon originale et pas si débile que ça du tout d'utiliser les snars sur la carte. Donc ok, très bien. Par contre, jamais, enfin je sais pas, c'est évidemment pas un match que j'attends sur la carte et c'est pas ce segment qui va faire que je suis encore plus hype du tout de voir ce match. Par contre, il m'a fait sourire. J'ai trouvé que tout cet angle-là était assez rigolo. Déjà d'une parce que ça a pas pris beaucoup de temps. Donc c'est le genre de truc qui non plus s'invente pas non plus une hype ou des vies qui n'existent pas. Voilà, ça a duré 1 minute top chrono. Et ça permettait à la fois de faire un petit showcase pour Homos et en même temps de développer cet angle de low card là à Raw qui me fait sourire. Moi, c'est le genre de truc un peu déconnant, un peu délirant, un peu loufoque de milieu d'émission de Raw que j'aime bien, qui je trouve est important pour le liant des émissions. Et si Mustafa Ali trouve sa voie avec ce personnage de sorte de cheerleader, de motivation man complètement insupportable, bah écoute, pourquoi pas, tant mieux pour lui. Ouais, mais c'est difficile d'être hypé. Après, je pense que là, ils font ce qu'ils peuvent pour hyper le match, on va dire pour le grand public, en mettant un Omos qui va enfin casser la gueule à des gens. Parce que c'est un peu ça, en fait, qui finalement fait qu'on n'est pas du tout hypé. C'est que Omos, bah, c'est depuis longtemps plus une montagne infranchissable, en fait. Il s'est déjà fait franchir plusieurs fois. Donc, moi, en tant que. On va dire que pour le grand public qui regarde pas trop, voir Omos casser la gueule à quelques low carders, ça fera pas de mal avant WrestleMania. Et l'affiche, bah, elle se vendra juste avec le physique des deux. Et puis, bah, pour des gens comme moi, je pense qu'ils regardent un peu plus souvent, la hype, elle fonctionne qu'avec Lesnar, en fait. C'est quand il est là avec son chapeau et ses conneries, on a envie de voir Oui. le Lesnar guignol, en fait. Et je pense qu'on en aura encore droit à 1 ou 2 séquences d'ici à WrestleMania et je les attends avec impatience. Et concernant Ali et Ziggler, moi, je rejoins Giscal, c'est pareil, ouais, je suis d'accord. Des segments comme ça, s'ils sont courts, eh ben, ils ne me dérangent pas. Au contraire, ça fait des petites pauses en fait, dans le show. Et il faut que ça reste court. Il ne faut surtout pas qu'ils commencent à prendre le melon à nous faire des matchs de 15 minutes avec ces gars-là. 2 Ouais, minutes, c'est exactement. amplement le temps qu'il faut pour leur place dans la carte. Et il se calibre un Triple H, il arrête. Il y a 6 mois, il nous aurait fait un match de 15 minutes encore entre. Oh Ah bah oui, C'est évidemment, vrai. évidemment. Ouais. Tu serais dit, bah, non mais c'est fantastique. Ouais. Bon, on va continuer de faire plaisir à notre ami Papy, puisque Finn Balor a affronté Johnny Gargano ce soir. Et aïe, oui, aïe, aïe. Judgment Day d'un côté, la Gargano Family de l'autre, avec Dexter Lumis. Voilà, un super match d'ailleurs où le Judgment Day commence un peu à faire du grabuge et la musique d'Edge qui retentit. Damien Priest et Ripley qui débarquent. Edge, en fait, ils vont sous le Titantron, ces deux idiots, puisqu'il y a la musique de Edge qui retentit, donc c'est qu'il va forcément arriver par là. Mais Edge, il est pas con, hein, il est pas con, Edge. Il arrive de l'autre côté, et oui, mais il y a plusieurs entrées dans cette arena. Et donc il pousse Finn Balor depuis le turnbuckle. Finn, voilà, il faut qu'il arrête de monter sur le turnbuckle. Les cordes, ça lui réussit pas. Hein, on se souvient, ça finit toujours par se retourner contre lui. Et là, le saint patron, le dieu du catch, Gargano en profite pour placer son DDT sur Finn Balor. Et c'est une nouvelle victoire de prestige pour Johnny Gargano. Les portes de WrestleMania s'ouvrent pour Johnny Boy, au grand plaisir de l'ensemble du studio de catch-up. Après le combat, Damian Priest est pas content, mais Dexter Lumis, il chope Damian Priest, c'est la bagarre. Edge, il faut un spear sur Balor. Leur histoire n'est pas terminée, leur histoire ne se terminera jamais de toute façon, j'ai l'impression. Ouais. Et puis d'ailleurs, c'est confirmé en coulisses où il dit écoute, la dernière fois, Finn Balor, il m'a fait perdre, bah, là, moi je l'ai fait perdre. Hein. Et puis comme ça, semaine prochaine, je serai sur le ring et puis on va régler cette histoire dans Bedido. Voilà. Et Ouais. donc voilà comment ça se termine. Ce qu'il faut retenir, c'est la victoire de Johnny. Ah non, justement, c'est surtout pas ça qu'il faut retenir. C'est surtout pas ça qu'il faut retenir. Allez, Moi, ce qu'il faut c'est retenir, c'est L'info la moins intéressante du segment. voilà, la plus intéressante, c'est à la fin, c'est Edge qui dit
OK, la semaine dernière, j'ai perdu un match que j'aurais pas dû perdre. Bah, cette semaine, Finn Balor, il a perdu un match qu'il aurait jamais dû perdre contre Johnny Gargano. Oui, ça, Donc il je le pense dit, ça c'est bien. qu'il l'a bien mis à sa place en disant: «OK, c'est impossible de perdre contre Johnny Gargano quand tu es Finn Balor» et je Ah, j'espère qu'il a remercie pas entendu ça, Johnny Gargano. S'il a entendu ça, il doit être. J'espère qu'il l'a entendu, moi. Ah bah, oui. j'espère bah, je pense qu'il l'a entendu puisqu'à priori, il s'est retrouvé le lendemain à NXT, donc il a compris quelle était sa place. Oui, Johnny c'est vrai. Gargano: «Allez, casse-toi, dégage, on veut plus te voir, tu seras pas à WrestleMania». Je suis heureux et j'ai déjà oublié cette victoire infamante de Johnny Gargano contre Finn Balor. Oh bah c'est le plus important. C'est le plus important. Jusqu'à Ouais, rien à écoute, ajouter. et ouais, moi, le match m'a un peu gêné parce que bah, pour le résultat, je sais pas trop ce Ouais. qu'apportait une victoire de Gargano sur Finn Balor. Bon, ok, c'est sur distraction. Edge lui rend un petit peu la monnaie de sa pièce, mais j'ai trouvé que tout ça était Hmm. un petit peu forcé. Au final, on a quand même ce truc où euh, on savait pas trop pourquoi était booké ce match parce qu'on avait l'impression que c'était un programme qui s'orientait pour Damien Priest, mais en fait c'était Finn Balor qui s'était proposé. Donc Ouais, c'est vrai. tout ça m'a plutôt donné l'impression d'être 10-15 minutes sans grande utilité, sans grand intérêt. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment fait avancer les choses et ça a quand même pris pas mal de temps. Hmm. Ça a donné une victoire à quelqu'un qu'on n'avait pas beaucoup besoin. Et donc voilà, en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un peu perdu un quart d'heure sur ce match. Il s'est pas non plus passé grand-chose de très divertissant. Moi, cette paire Lumis-Gargano ne me fait absolument, enfin, ne me suscite absolument Hmm. aucune émotion. Le Judgment Day, voilà, je pense qu'on peut s'épargner. Ils ont tous globalement des gros programmes pour WrestleMania. Je pense qu'on peut s'épargner ce genre de défaite sur la route vers Ouais. WrestleMania. Bon, c'est toujours le même principe. Il faut bien qu'il y en ait qui gagnent et qui perdent. Mais bon, voilà, je pense que celle-ci n'était pas très indispensable. Et puis bah, après, ouais, peut-être juste pour finir, mais c'est ce Edge, Finn Balor. C'est vrai qu'on arrive un peu, je trouve, à ce que je disais en intro. C'est le syndrome un peu Bloodline de cette rivalité qui est tellement longue, qui est tellement, ils se sont tellement affrontés, tellement battus, tellement dit que c'était terminé, que c'est pareil, en fait, au bout d'un moment. Je trouve que ce Edge Finn Balor, on se dirige un peu vers le même sentiment pour WrestleMania, de se dire, mais ok, battez-vous, mais enfin, vous avez déjà tout fait, donc qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Ça va être un match sans stipu en plus pour l'instant, Ouais. alors que les mecs ils ont déjà fait des mixed man, des I quit match, enfin, des trucs vénères, tu vois, genre et ça n'a jamais rien donné. À chaque fois, ils reviennent sur le même truc. Ils disent non, mais cette fois, ce sera la fin. Mais en fait, pourquoi est-ce que ce serait la fin cette fois en fait? Donc, on sait toujours pas. Donc c'est un truc qui me gêne un Et les peu. mecs qui font des rappels alors que personne ne demande dans la salle, tu sais. Le mec qui revient Oui, après c'est son concert, mais ça, exactement, c'est ça. clairement. Il y a des rappels, mais la salle est déjà vide. C'est les mecs Oui, qui se sont il n'y barrés. a plus personne. Vous nous avez demandé, vous en voulez encore? Ils en Oui. voulaient une autre, Non. ouais. Il reste plus que les mecs de la technique en train de ranger le matos, tu sais. Attendez, mais barrez-vous. C'est un peu Bon, ça. ouais, ouais. Piper Niven a battu Nikki Cross. Eric Book s'est fait embrouiller par Elias. Qui lui a dit, ah, tu vois ce type-là, ce gros monsieur tout au fond, tu va lui dire que tu veux l'affronter. Et Eric Books qui comprend rien, il est monté comme un con. Il va le voir, et petit, le gros monsieur revient, c'est Bronson Reed. Il fait alors comme ça, tu veux m'affronter? Qui dit à Elias, et, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah bah, je vais te démonter sûrement la semaine prochaine. Oui, Ouais, bah, voilà. Et c'est Elias il facile dit, de bah, booker des matchs à Raw en fait. Hein. oui, 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 c'est dit, bah, Ali, ouais, Bronson ouais, Reed, tout le monde peut booker des matchs en fait. Hein. tu vois, t'es Même trop con. Ouais. Bon, voilà, c'était amusant. C'était un petit peu long quand même cette séquence backstage, mais c'était plutôt rigolo. Ouais, c'était C'est rigolo, c'était c'est rigolo. un petit peu long parce que c'est couru d'avance que Oui, Rick Books allait booker l'autre match que celui que Elias voulait booker. Mais La bon, c'est ficelle c'est était rigolo grosse. quand même parce que c'est des gentils clowns, tous ces gens-là. ouais, puis ils sont quand même baraques ces mecs, quoi. Alors, voir trois guignolos que ça faire les guignols là. Non, mais Rick Books, on a Rick l'impression Rick, qu'il il va va exploser. exploser. Ah ouais, ouais, non, mais on a l'impression que il faut pas qu'il traîne près d'une aiguille là parce que ouais, il va exploser. Bon, c'est l'heure du vrai Johnny, pas le Gargano, hein. Celui de Boston. Ah ouais. John Cena est de retour, mesdames et messieurs, à Boston, dans le match à chouchette. Euh, il prend son micro et là, ça part mal. Là, ça part mal. Moi, j'étais pas content. Il a même pas le temps de parler que la musique de Steel Theory commence. Eh oui, la musique de Steel Theory qui débarque et qui la foule chante pour John Cena. Dit ouais voilà, écoute mec, je te respecte. Et il est super bien sapé. Theory, il a son titre. Il dit je te respecte comme tous les fans. Voilà, je suis devenu catcheur grâce à toi. Non, sans déconner. Tu m'as inspiré quand je regardais la W avec ma mère. Ok. Je te remercie. Et je suis venu avec un cadeau pour toi. Alors, tout ça, j'en avais parlé avec Giscal un petit peu. On en parlait sur le Discord. C'était pas le meilleur delivery, comme on dit, de la part d'Austin. Il était un peu fébrile. Il était un petit peu fébrile. Il a moins bien travaillé avec la foule. Et cette histoire de cadeau, il l'emmène direct. T'as même pas le temps de peser le machin. Attends, je suis venu avec un cadeau pour toi.
Un cadeau qui vient du cœur, c'est pas n'importe quel cadeau, c'est plus grand que n'importe quel rôle que tu as eu au cinéma. C'est un cadeau sur la plus grande scène du monde entier. Pour le titre des US, évidemment, c'est un match à WrestleMania entre Austin Theory et John Cena. Et la foule fait yes, yes, yes. Et John Cena, il fait bah non. Bon, non, non. Écoute, j'ai pris une seconde pour réfléchir et c'est non. Je suis pas intéressé par ton cadeau parce que t'as pas obtenu le droit de le donner, hein, d'abord. T'as pas le droit de donner des cadeaux. T'es interdit de donner des cadeaux. Je m'en fous. Tout le monde s'en fout de toi. Aussi une théorie. À ce moment-là, moi je me dis, attends, c'est pas vrai. C'est John, qu'est-ce que tu racontes? Les gens s'en foutent pas de cette théorie, c'est pas vrai. Parce que les gens ne croient pas en toi. Crois pas de théorie. Et là, c'est le John Cena coupage de couilles qui débarque, qui commence, et il lui dit bah voilà, personne croit en toi parce que toi tu crois pas en toi. T'es un gars, t'as rien dans le cœur, t'es un gars générique. Et puis l'autre, il lui dit comment il lui dit ouais, enfin moi j'étais comme toi et je suis le fantôme du futur, quoi. Hein, le fameux conte des trois fantômes du passé, du présent, du futur. Là, t'es dans ta période ruthless aggression, quoi. T'as ton titre US, tu viens chercher des noix à tout le monde, tu la grenouille qui va être plus gros que le bœuf, tu fais ton Rick Boogs, hein, t'es prêt à exploser là. T'as plein d'opportunités, t'as pas de cœur, t'as pas d'âme qui lui dit, t'es roux, il lui dit presque qu'il est roux, il en vient de dire qu'il Ah non, oui. bouleux. Et on n'était pas très loin de ça. Hein. Ouais. Personne croit en toi. En plus, il commence à le bâcher sur son nom. Il dit ouais, Stone Cold, The Rock, Undertaker. Et toi, c'est aussi une théorie. Ça, c'est le meilleur nom que tu as. C'est le meilleur nom du game parce que t'es qu'une théorie. Voilà, tu t'es pas plus qu'une théorie. Théoriquement, tu devrais être exceptionnel. Tu vois. En fait, théorique. Sur le papier, tu devrais être incroyable, mais en fait, bah non, quoi. Ouais, exactement. Donc, tu restes une idée, quoi. Hein, effectivement, un concept. Tu ne vas pas plus loin que ça. Hein. Comment c'était son surnom à John au début, Johnny, son surnom. The Prototype, le fameux Prototype. Ouais, il y a un peu ce côté-là aussi, toi. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Il lui dit ouais, t'es beau. T'es fort, t'es athlétique, mais bon, mais ça suffit pas. T'as pas d'âme, t'as pas de cœur, t'as pas de personnalité. Voilà. Alors nous aussi, on a un cadeau pour toi. Reste en silence. Et comme ça, tu pourras peut-être partir en un seul morceau. T'as la mafia irlandaise de Boston qui t'attend au coin de la rue. Fais gaffe. Pas d'accident est vite arrivé. L'autre dit non, je bouge pas. Hein. Je bouge pas comme ta calvitie d'ailleurs, qui bougera pas. Hein. Bah Boum, alors la vache. Et l'autre, il enlève sa casquette, John, pour montrer qu'il assume. J'assume. Qu'il assume pas parce qu'il a rabattu ses cheveux pour cacher ses. Oui, ils sont bien plaqués en arrière. Hein. Tu te fous de qui, John? Là, t'assumes rien du tout. Il s'est mis des extensions avant de monter sur le ring. Non, mais attends, n'importe quoi. Voilà, never give up. L'autre, tu lui dis, c'est quoi ça? Seul royalty respect, c'est que du pipeau. L'autre, il lui dit, ouais, t'avais un. Comment il lui avait dit? Attends, après, il lui dit. Oh, je sais plus ce qu'il lui a dit. Il lui dit, tu vois, ton motto, c'est never give up. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu give up une opportunité, ouais. Bah ouais, tu abandonnes une opportunité, tu abandonnes tes fans, et puis après, il y a marqué respect sur ton chapeau, mais attends, il est où le respect? Donc, tu me respectes pas, je suis champion US, je t'offre une opportunité, pourquoi tu abandonnes? Donc, il reprend les mots-clés de John Cena pour essayer de le provoquer un peu. Il reprend 2 fois d'ailleurs, il s'embrouille, t'as respect, et puis ensuite t'as respect, et puis. T'as encore respect. Il savait plus, on lui avait donné un tel texte de merde qu'il savait plus. Ah ouais, Il y a du sur le texte. Ah ouais, et puis bon, l'autre tu lui dis bah voilà, t'es idiot, et puis en fait il fait ça pour le sauver, en fait, voilà. Il fait ça pour sauver les miches. Il n'accepte pas le match, John, pour sauver le cul de théorie, parce que il est pas prêt. Parce que il va perdre, qu'il gagne ou qu'il perde, il perd. Il dit si tu gagnes, si tu perds, tu perds. Hein, je te bats, t'as perdu. C'est une catastrophe. Catastrophe pour toi. Et puis mais si tu gagnes, bah tu perds tout en fait, parce que t'es pas prêt. Tu vas te retrouver seul contre la foule, comme moi, le lendemain, le fameux Raw du lendemain. C'est le plus terrible, c'est la foule la plus terrible. Ils vont te bouffer le cul vivant. Donc laisse tomber. Et là, le théorie, il dit attends, Boston match la chauchette, est-ce que vous voulez voir Cena contre théorie à WrestleMania? Oui. Bon, alors Cena dit ok, bon, je veux pas abandonner les fans, mais mec, tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie à WrestleMania, théorie Cena, titre US. Puis je vais te montrer parce que t'as rien dans la tête, rien dans le cœur, et rien dans le pantalon, rien dans le slip. Notamment dans le slip. Notamment dans le slip. Et puis il s'en va.
D'ailleurs, ils croisent la route de Cody Rhodes et ils chattent tous les deux. Et puis, C'est naze ça. ouais, c'est un peu chelou. Ouais, c'est un peu chelou d'ailleurs. C'est un peu chelou. Ouais, c'était Bon, bizarre ça aussi. Ouais. on l'attendait, ce face-off. On l'a eu. On l'a eu. Et est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on a aimé? Qui va? Alors, j'hésite à donner la parole à Giscard en premier ou à Papy. Papy, est-ce que tu veux en parler Ah ouais, avant? je vais commencer parce que je pense que Ouais, Gisèle ouais. va mettre encore plus d'un avis encore plus puissant que le mien. Alors moi, j'ai pas aimé ce segment en fait. Et Ah, alors c'est marrant parce que quand je l'ai vu en live, je l'ai un poil mieux aimé que quand tu l'as raconté, non pas parce que tu l'as pas mal raconté, mais oui, parce je l'ai peut-être mal raconté aussi quand même. que Hein. surtout ça Possible. m'a rappelé tout ce qui m'avait C'était pas dérangé. terrible, Irem, c'était pas terrible. Ouais. Non, c'est surtout que ça m'a rappelé tout ce qui m'avait dérangé pendant le segment, un par un, là, ton truc. Et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de trucs qui ont foiré dans ce truc-là. Alors, je sais pas si c'est le texte de base qui était faiblard, si c'est le delivery d'Austin Theory qui a complètement paniqué, qui s'est planté, ou si c'est juste qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux. Mais en tout cas, je trouve que rien n'a marché en fait. Alors, Theory, on va évacuer le sujet, il a quasiment tout planté de ses punchlines. Donc, non seulement elle n'était pas puissante, mais en plus il est bafouillé à chaque fois, donc c'était raté. Cena, j'ai pas trouvé forcément pertinent tout son discours en fait. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. L'attaque était pas ouf. Il se rattrape un peu avec ses histoires de t'as pas d'âme, tout ça, mais au final, il se rembrouille à la fin sur est-ce que vous voulez voir le match? Non, je vois oui, mais non. Et puis le coup t'es doublement perdant parce que le lendemain, tu seras au rang du lendemain, tu vas te faire huer parce que sous-entendu parce que tu auras battu Cena. Bah, j'ai trouvé ça faiblard en fait, où c'est un peu le mec qui a trop d'ego, quoi. Il pense qu'il se prend au niveau de l'Undertaker et que si jamais Théorie bat Cena, le lendemain il va se faire huer. Je pense pas. Moi, personnellement, je pense qu'il sera pas plus hué que ça, Théorie, le lendemain, et Alors qu'il ça, j'ai s'est bien déjà aimé, hué c'est clair. naturellement, en fait. Donc, ouais, j'ai trouvé ça faiblard. Et puis, il balance aussi une punchline comme quoi bah, il rajoute du son pour le faire huer. Moi, j'ai pas l'impression que Théorie, il ait besoin ah de oui. manipulation du son pour se faire huer. Bon, Je ça, pense c'était très très gratos, ça. Ouais. il va mettre la claque comme ça. Donc, ouais, j'ai trouvé. Enfin, en fait, en gros, j'ai trouvé que les deux textes étaient faiblards, que Cena, forcément, l'a un peu mieux vendu que Theory, mais que globalement, c'était la promo tapée à côté quasiment à chaque niveau, quoi. Et puis la fin Bon, avec la fin avec Cody Rhodes, c'est pareil, hein. Sorti nulle part, je trouve ah que ça ouais. sert. Bah, de toute Ouais, façon, ça faisait Cody Rhodes, il va vraiment. faire que de la chip pop toute la soirée. Hein. Voilà, que ça. Ouais. Son rôle, c'est d'aller gratter la pop des autres pour la mettre dans sa besace. Bon, Jessica, attends. Ok, j'ai fait la Ouais. liste. J'ai fait la liste. C'est vrai qu'en faisant la liste, c'est une liste qui fait mal. Hein, parce que oui, il y a pas mal de choses qu'on zappait. Il y a quelque chose à retirer quand même de tout ça. Non, c'est pas possible. On Ouais, peut pas. ouais, si, si. Alors, je suis pas. Bon, globalement, je suis assez déçu du segment. Hein. Je rejoins Papy sur certains points, pas sur d'autres. Alors, du coup, c'est intéressant que tu aies relevé, moi, un des seuls points positifs du texte de Sina que j'ai trouvé, qui était justement cet angle si tu. En fait, tu veux pas m'affronter parce que tu perds tout. Je trouvais que c'était assez intéressant pour le coup, parce que c'est. Enfin, peut-être, j'ai pas la même lecture, ou alors je me prends trop la tête. Mais je trouvais que j'aimais bien le côté, bah, déjà, bon, évidemment, si tu perds contre un retraité comme moi, machin et tout, bah, t'auras tout perdu parce que tu vas perdre ta ceinture, tu vas perdre ta crédibilité, c'est une catastrophe. Et après, il y avait un côté assez métaphorique mais même si tu gagnes, tu perds parce que c'était un peu aussi pour moi une sorte de critique de ces victoires de prestige de WrestleMania qui parfois ne sont que ça en fait, des victoires de prestige de mecs qui en effet ne sont pas prêts à qui on veut absolument les pusher, leur mettre une fusée au cul, les envoyer plus vite, trop fort, trop haut, alors qu'ils sont pas prêts. Et en fait, gagner contre Cena à WrestleMania, c'est lui faire un peu un cadeau empoisonné, parce que s'il est pas prêt, comme lui dit Cena, et bah en fait, bah oui, après il sera tout seul avec son palmarès à devoir assumer. Il est champion US, il a battu Cena à WrestleMania, c'est censé maintenant être un big deal. Mais si en fait s'il a pas de couilles, pas d'âme, pas de promo, pas de charisme, pas de machin, et bah oui, il va se faire détruire petit à petit feu par le public le lendemain et puis les mois qui vont suivre et tout. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez vrai sur une sorte de critique aussi de ces mecs qui vont trop vite en fait et à qui on veut tout donner ou en tout cas qui veulent tout prendre d'un coup. Et j'ai trouvé que ce passage était pour le coup assez intéressant. Après, il arrive au terme d'une promo qui, là, c'est là où je rejoins Papy, c'est qu'il était quand même globalement assez bancal. Les arguments des deux côtés de Cena étaient assez forcés, assez gratos. Beaucoup mieux servi par Cena qui bon, alors lui tu sentais que bon, lui il était comme un poisson dans l'eau hein, donc il n'y avait pas de problème, il lui envoyait des saucisses dans la figure et l'autre ne faisait que de manger. Et par contre dès que Theory prenait le micro, c'est vrai que j'ai été quand même très déçu. J'ai été très déçu parce que j'attendais beaucoup cette confrontation et je voulais voir justement bah, c'était un peu le baptême du feu quoi, pour Theory et ouais, je trouve qu'il l'a un peu raté.
il bafouillait, il a pas su gérer la foule, il a pas su gérer les temps forts, les temps faibles des chants du public pour s'arrêter au bon moment, reprendre, jouer, lancer quelques petites insultes pour s'attirer de la hit. Enfin, il était, ouais, tu sens qu'il était déstabilisé, quoi. Il a pas du tout réussi à tirer son épingle du jeu. Et je sais pas trop comment il faut analyser cette promo où on lui a donné un texte très faible face à un mec qui est très très fort. Est-ce que c'était volontaire pour qu'il se fasse justement d'une certaine manière détruire et donner du crédit au discours de John Cena, justement que Theory va lui montrer que en fait il est prêt et que ça va être chaud. Si c'est ça, écoute, ok, je trouve que c'est un petit peu dangereux en quelque sorte, mais bon, soit. Ou alors est-ce que c'est juste une sorte de c'est un peu une sorte de kiff de la WWE qui l'a fait des dizaines de fois par le passé. Et en fait, c'est limite, ils en ont un peu rien à foutre de l'appréciation du public de ce type de segment. Parce que c'est vrai que je l'ai déjà lu par le passé un peu sur Internet. Il y a pas mal de rumeurs ou de trucs qui tournent sur le fait que, bah, en fait, ouais, John Cena qui détruit des catcheurs au micro. Il l'avait déjà fait avec Roman Reigns. Enfin, ça avait été gênant au possible. Il avait absolument oblitéré Roman Reigns au micro. Et bon, bah, on voit ce que ça a donné. Hein. Derrière, Roman Reigns, il n'y a pas de problème, il s'en est relevé et tout va bien pour lui. Et il l'a fait plein de fois par le passé. Hein. C'est sa spécialité. Super Cena qui assassine au micro des mecs comme ça. Et je sais pas, moi, j'avais cru comprendre que dans les coulisses de la WWE, c'est un peu une sorte de rite initiatique en mode c'est pas grave si sur l'instant le mec est défoncé. C'est un peu une sorte de passage de voilà de rite, de baptême par le feu, de trial by fire. Là, c'est tu vas te faire détruire par Cena, c'est comme ça. Tout le monde doit y passer. Et la suite, c'est ce qui le plus important, ce sera la suite, quoi. Mais je sais pas, est-ce qu'on était dans un cas de figure un peu comme ça? En Mais tout toujours cas, est-il ouais, que c'est l'impression qu'on avait eu, hein, ouais. ouais, en tout cas, c'est vraiment l'impression qu'on a eue. Et ouais, c'était globalement décevant. Et puis, c'est cette fin-là, ça m'a vraiment agacé pour le coup, cette entrée de Cody Rhodes à la fin, parce que on est clairement dans une storyline qui essaye de s'orienter sur le côté filiation. Enfin, voilà, il y a une filiation assez naturelle. Austin Theory, il a la gueule, le physique de John Ouais. Cena. Le début, quand il lui dit je suis le ghost, je suis le fantôme de Noël du futur, t'es dans ta phase Ruthless Aggression. Enfin, ouais, il y a tous ces petits indices de filiation, de passage de flambeau, machin, qui sont là, pour au final faire un beaucoup plus gros passage de flambeau avec Cody Oui. Rhodes et donc je trouve que c'était vraiment hors sujet et ça pour le coup ça m'a gêné Ouais. parce que D'ailleurs, là je trouve que ça détériore le travail qui a été fait avant mais bon. Surtout d'ailleurs, par la fin d'arrière, hein, parce que Cody en plus, il fait, la fête avec John Cena sous le titre en tombe, puis après les 2 ils rentrent en coulisses, quoi. oui, Oui, Et visiblement, il lui a demandé, à John: «Je pourrais avoir un match avec toi avant que tu pars à la retraite?» Il lui a dit: «Oh, je sais pas si je serai encore d'attaque». Donc tu vois, le mec, le culot du mec, quoi. ouais, le culot, ouais. Mais bon, ouais, je trouve que c'était vraiment hors sujet ça pour le coup et s'il y avait du positif et on va dire une sorte de message de sous-texte sur la promo précédente, bah du coup ça vient encore plus casser l'effet quoi. Tu te dis bon bah voilà au fait c'est pas théorie hein, le mec Mmh. important hein, vous avez bien compris hein, c'est Cody Rhodes donc c'est dommage ça pour le coup. Bah, le vrai mec important, c'est peut-être Otis, messieurs, tout simplement. Parce Otis! un peu plus tôt, on a eu en coulisses Maxime Dupuis et le Maximum Male Models qui sont en train d'admirer quelqu'un. Là, tu as Baron Corbin qui débarque, il dit: merci pour vos beaux commentaires», parce qu'il croit que c'est pour lui. Il dit: «Mais là, on parle pas de toi, il parle d'Otis, qui est juste là», et Corbin dit: «Mais attends, qu'est-ce que j'ai qu'il n'a pas?» Il lui fait: «Du charisme et des cheveux». Voilà, check d'autres mal perdu. Voilà allez hop. Il dit: «Oh», elle dit, et puis là, Maxine voit quand même du potentiel dans Baron Corbin. C'est vrai il y a quelque chose, il y a un truc. Mais il faut qu'il règle un problème ce soir, c'est le petit moche là, le petit laid, Chad Gable, qui est juste à côté. Donc si ce soir, tu arrives à rivaliser avec Chad Gable, elle le considérera comme un client et Baron Corbin accepte. On a donc un match Baron Corbin versus Chad Gable, accompagné d'Otis. Mais Gable va battre Baron Corbin en appliquant son ankle lock pour le faire taper en moins de 2 minutes. Et donc Baron Corbin ne rejoindra pas l'agence de Mannequinat de Maxine. Et non, c'est foutu. Donc tous les rêves brisés. Une fois de plus pour Baron Corbin qui va replonger dans l'alcool, la drogue et les jeux d'argent. Il va encore tout perdre, Eh oui, notre Baron. Ouais, c'est très bien. ça sera le de nouveau la chute pour le baron. Oui, le nombre de fois il aura chuté celui-là. Ah, Ouais, mais il c'est avait un vraiment phénix, la c'est un tronche, phénix. d'avant qui gagnait au loto là. Mais Ouais. par contre, c'est marrant, c'est ce segment-là avec les Maximum Male Models et Otis et Gable, je l'ai trouvé qu'il était pas dans le ton des précédents, ou dans le ton des précédents, tu étais limite en train de teaser une espèce de dissension entre Gable et Otis avec, l'un
faisait perdre les matchs à l'autre parce qu'il est trop concentré par les trucs de modèle, et l'autre qui voulait prendre la lumière du modèle alors que c'était Otis la cible. Et là, par contre, c'est limite, t'as l'impression que c'est les Maximum Models qui essaient de séparer Otis et Gable, et puis que eux, mine de rien, ils résistent. Et puis ils gagnent le match au final. Et du coup, ça serait peut-être une histoire Maximum Models versus Otis et Gable. Et cette histoire-là, j'avouerais, me plairait bien plus en fait, de voir les deux autres qui restent soudés, parce que je trouve que c'est vraiment un bel attelage, Gable et Otis. Et Ah, oui. ça ferait du mal de les voir Ah, séparés en fait. Bah, on peut faire ça, mais il faudrait quand même, avant qu'on ait un petit peu de matière, avant qu'on en arrive là, du coup, on nous a balancé. Moi, je veux Ah voir un ouais. peu Otis quand même essayer voilà, de faire un petit peu un défilé, toi, un petit défilé de mode quand même avant. Ah ouais. Toi, et Faut puis absolument finalement, il se rend avoir compte que les Otis. autres étaient là juste pour se moquer, tu sais, comme dans les films pour les Oui. teenagers, où ils font croire à la moche ou au moche que c'est des copains, et en fait, non. Et c'est genre Carrie, quoi, toi, genre, à la Ouais, fin, ça se voilà. termine dans le sang. Et qu'il se soit servi de lui pour se moquer, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, et là, tu Ouais, balances, écoute, effectivement, c'est pas mal ça. non, écoute, faut voir, pourquoi pas, en effet, c'est intéressant comme option. Moi, ça m'a pas trop dérangé ce bon après, oui, je vois ce que tu veux dire, papy, mais en même temps, je trouve que c'est suffisamment, enfin, Otis, en fait, joue suffisamment bien le niais dans tous ces segments pour se dire qu'en fait, presque il a pas trop compris à quoi il jouait encore, tu vois, les Maximum Man Ouais. Models. Il a pas compris que, finalement, Maxine voulait la séparer de son copain et donc, bon, bah, lui, il est toujours en équipe avec Gable. C'est-à-dire que lui, Oui. je pense, ouais, Otis, il est dans un état d'esprit de, il veut continuer avec Gable et il veut être top modèle à côté, donc il est très heureux. Et voilà, il a le cœur en fête, les petits papillons dans le ventre, il cherche sa dulcinée partout. Moi j'aime bien, puis en plus ça a été gardé encore une fois très court. On pourra mettre ça au crédit de Triple H cette semaine, c'est quand même que par rapport à la semaine dernière, le bullshit a été conservé quand même à un niveau très léger, parce que les Homos, Ziggler, Niven, Cross et maintenant Gable Corbin, je pense qu'on est sur un condensé de 4 minutes de catch en cumulé sur les 3 matchs, ce qui est quand même très bien. Et avec des segments à chaque fois efficaces qui font un petit peu avancer les histoires légèrement et drôlement. Donc moi ça m'a bien plu ce petit truc. Ouais. Lita, Becky Lynch sont sur le ring, les nouvelles championnes tag team. Ah ouais. Ah, Déjà, Ah, rien que quand elles arrivent, ah, physiquement, j'arrive pas. En fait, il y a moi j'ai ça un me dégoût. stresse. Ouais, Ça me stresse parce que t'as tu tout au sens ventre. pas, t'as pas d'alchimie entre les filles, quoi. Rien que quand elles montent sur le ring, je sais pas, elles arrivent pas à se mettre. Je sais pas, il y a un truc ça marche pas, ça marche pas. Donc Becky dit ouais, on est nouvelle championne, ouais, c'est des femmes qui ne ratent jamais leur chance. Becky lui a donné, Lita remercie Becky parce qu'elle lui a donné la chance d'être championne par équipe, donc elles ont fait l'histoire. Voilà, Dakota Kai, Io Sky, ça valait le coup de les battre, c'était pas facile, mais on les a battus. Mais voilà, il y a aussi une autre personne à remercier, c'est Trish Stratus. Alors Trish Stratus, tu veux bien venir? Alors, Trish Stratus, elle veut bien venir, elle arrive. Donc elle dit ouais, je suis toujours là pour surveiller tes arrières, Lita. Vous voir toutes les deux avoir le titre là, c'était quand même important pour moi, hein, comprenez. Et puis il y avait un bon petit chèque là derrière, donc c'était quand même encore plus important pour moi. Damage Control débarque, il lui dit voilà, vous êtes des idiotes, vous respectez rien, vous êtes des grosses égoïstes. Nous on est là parce que vous êtes là ce soir. Damage Control, on va faire en sorte que vous reveniez jamais finalement, on va vous renvoyer à la retraite. Hein, parce que Lita en plus elle dit ouais, je pourrais sortir. Ou non, c'est Stratus, j'ai plus une des deux dit Stratus, ouais, ouais, c'est Stratus qui dit ça. ouais, je pourrais ressortir de la retraite aussi rapidement que j'y suis allé. D'ailleurs, ici à WrestleMania, on vous a fait taire pour de bon les filles là, hein. Et pourquoi pas un petit 3v3? Bah, Et je dis, voilà. bah, et pourquoi? Moi je dis pourquoi? Je dis Pourquoi un allons-y quoi. 3v3? Et puis ça se met sur la tronche, et puis les filles, les gentils font partie, les méchants. Et donc on se dirige vers un 3v3, et donc je pense que Ronda Rousey, elle a vraiment un bobo, hein, mon beau papy. Ah, Ouais. bah, Bobo, Rota. Ouais, la gros bobo là. Ouais, ouais, ouais. On sait Bah, pas de toute façon ce qui aurait été vas-y. mieux. Hein. Non, non, Là, vas-y, papy. ouais, non, mais Ah, c'est. personne ne va en parler, j'ai compris, hein, les Non, mecs. mais moi, Non, vas-y, Oh, allez-y, monsieur. parler, Après, parce que on déprime. moi, franchement, je crois que c'est vous la semaine dernière qui disiez que le seul avantage, c'est que tu avais l'impression que Dakota Kai et Io Sky étaient contentes d'avoir un match contre une légende de Ouais, Lita. c'est ça. Et là, en fait, bah, ce segment-là, je me suis rappelé vos mots, je me suis dit que vous aviez raison. mais Le oui. seul avantage, c'est que Io, Dakota et même Bayley et Becky vont avoir un match à WrestleMania avec deux légendes, Lita et Trish. Et Mm. c'est le seul avantage que je trouve en ce segment-là, parce que le reste, il y a zéro alchimie, et au sein de l'équipe des vétérans, et au sein même, de toute façon, on l'a toujours dit, entre Becky et Bayley, ça marche pas en fait la rivalité, parce qu'elles passent leur temps à se hurler dessus. Il n'y a jamais quelqu'un qui a joué pour l'autre, et donc du coup, bah, ça n'a pas marché. Et puis bah, ce match-là sera à l'image. Il va peut-être être bon parce que bah, mine de rien, les matchs avec les légendes à WrestleMania récemment, ou du moins les hors catcheurs récemment, c'était comme plutôt bien foutu.
Mais voilà, moi, s'il y a un seul truc positif à retenir là-dedans, c'est que les filles ont l'air contentes d'être travaillées entre elles. Mais il y a vraiment que ça, quoi. On est content pour eux, quoi. Pour elles. Voilà, je suis content Exactement, pour c'est elles. ça, hein, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Moi, je maintiens ce commentaire. Je me dis, je suis particulièrement content pour Dakota et Io parce que c'est le seul positif que je vois là-dedans, c'est que ouais, je me mets à leur place, elles doivent avoir des étoiles dans les yeux, hein, concrètement. Il y a encore 8 mois, elles n'étaient pas dans le main roster et d'un seul coup, elles vont se retrouver à catcher contre Lita et Trish Stratus à WrestleMania à Hollywood. Bon, bah, c'est trop cool pour elles, c'est la folie. Tu vois, tu peux difficilement te dire que elles auraient préféré ne pas perdre leur ceinture, patati patata. Enfin, ça, c'est des considérations de fans, on comprend. Enfin, voilà. Donc, bon, on s'en fout un peu d'une certaine manière. Mais après, au-delà de ça, c'est dans la digne lignée de la prise de titre et des promos de la semaine dernière. C'est forcé, c'est sans vie, ça n'a aucun intérêt ce qu'elle raconte. C'est désespérant. Franchement, c'est la prise la promo de Becky Lynch et Lita qui célèbrent. Elles savent même pas pourquoi elles célèbrent. Ça se voit. Enfin, elles ont rien à dire. C'est vraiment. Lita, voilà, elle était avec sa ceinture. Et c'est exactement le prolongement de la promo de la semaine dernière. Elle a coché sur sa bucket list, elle a coché, c'est bon, j'ai les ceintures. Donc, bah écoute, voilà, maintenant, bah, on fait quoi on fait quoi en fait? C'est quoi le deal ici? Il faut les défendre? Enfin, tu sais Faites même quoi pas. ici déjà? Faites quoi? C'est quoi Qui êtes-vous? le délire en fait, Monday Night Raw? Et puis après, ils appellent leur copine, et puis enfin, on s'en fout. Et puis Damage Control qui vient se ridiculiser encore derrière, parce que de toute façon, elles ne font que perdre. Et elles perdront sans doute à WrestleMania, hein, parce que moi, je vois pas du tout, je les vois pas spécialement. Oui. Si, si déjà à l'époque, elles n'avaient pas réussi à gagner en 3 contre 1, je crois, contre Bianca Belair dans un ladder match, où elles n'avaient pas réussi, enfin, le nombre de fois de toute façon où elles n'ont pas réussi à gagner, c'est certainement pas contre deux légendes et Becky Lynch à WrestleMania qu'elles vont gagner. Bon, voilà, les promos des 3 prochaines semaines seront un long chemin de croix En souffrance. jusqu'à un match qui sera oubliable au possible. Mais voilà, heureux pour les petites jeunes qui au moins pourront prendre un petit peu d'expérience et de bouteille en essayant de ne pas faire botcher Lita et qu'elle se tue pas sur un moonsault au bord du ring. Ouais, comme tu dis, hein, le endgame, c'est ça. De toute façon, le endgame, c'est avoir Lita et Trish à WrestleMania et aussi avoir Ouais. Becky. Et puis voilà, de mettre des gens puis qu'ils soient tous contents. Donc le résultat n'aura aucun intérêt sur la suite des carrières respectives de chacune des filles. Bon alors, on va aller sur une histoire qui a beaucoup plus d'importance alors dans ce cas-là. Des choses qui ont une signification, des choses qu'on nous raconte depuis Oui. plus d'1 an maintenant. On a eu plusieurs séquences backstage. Jimmy qui s'est fait mettre la pression par Paul Heyman en mode si tu résous pas le problème de Sami Zayn en le battant à la loyale 1, 2, 3 ce soir, tu vas, comment dire, Roman Reigns va s'occuper de toi. Et puis après s'amuser dans une petite interview par rapport à Kevin Owens. Ouais, je comprends Kevin Owens, c'est normal, pas de problème. Moi, je m'occupais de Jimmy et je partirai pas tant que j'aurais pas détruit la Bloodline. Jimmy Uso versus Sami Zayn, il reste quasiment 30 minutes au compteur de cet épisode de Monday Night Raw. D'ailleurs, le match dure Ça longtemps, sent le tellement gros longtemps qu'il post-match. y a plein de pubs et ça sent évidemment le gros post-match. Bon voilà, Jimmy qui a l'occasion de briller, hein. C'est rare les matchs de Jimmy en solo. On a l'habitude de main event Jey Uso, mais là c'est Jimmy qui s'y colle. Donc on a un gros match bien costaud, la foule est plutôt bien embarquée. Ça s'envoie des bonnes patates dans la tronche. Et puis à un moment donné, il y a Jey. Il y a Jey qui débarque, il est là, la foule s'arrête. Et Jey, il monte. Et Jey, Jey c'est l'acteur studio, quoi. Hein. Il a l'air énervé, tourmenté, il a l'air de penser à plein de choses en même temps. Il regarde comme ça, il est très concentré dans ce qui se passe. Et il grimpe, il monte sur la table des commentateurs. Et puis, Sami Zayn profite un petit peu de sa présence, c'est une distraction parce que il y a son frangin qui fait allez, qu'est-ce que tu fous? Allez, viens là. Qu'est-ce que t'attends? Et Sami en profite pour faire le tomber sur Jimmy et donc remporter la victoire. Alors là, Jimmy il se dit oh putain merde, oh là là, je suis pas bien. Foutu. Je suis foutu, Foupoudave. Jay rejoint son frère. Et alors là c'est l'acteur studio. Là, on y va à Hollywood. Hein. Donc Jay et Jimmy face à face, sans un seul, pas besoin de parler, on comprend tout. Ou en tout cas, on nous fait vivre des choses. Jay il est là, on sent qu'il est tourmenté. Hein. Il chope Jimmy par le débardeur là et puis. Il parle pas donc je peux pas réciter des choses qu'il lui dit, mais c'est genre mon frère et tout machin. Et l'autre il dit bah allez quoi, rejoins-nous. Et puis donc il part, Jay, et donc il se met à côté de Sami. Sami, qu'est-ce qui se passe? Et puis
c'est la grosse paluche, le gros hug de Jay sur Sami Zayn. On se dit, Jay a choisi Sami. C'est la folie dans le public. La foule est contente. Jamie, Jay, Sami, Pop Sami, énorme, Sami. hein. Grosse Énorme pop énorme, quoi. Vraiment, on voulait voir ces deux-là réunis. Alors, Sami n'y croit pas trop, et puis il commence à y croire du coup. Et là, hop, Jay fait le signe du doigt, de l'index levé vers le ciel. Sami fait pareil. We the one, c'est là, Sami dit à Jimmy, c'est pas trop tard, j'étais plutôt bien foutu. Il lui dit, c'est not too late, Jimmy, it's not too late, rejoins-nous. Mais Jimmy, là, il veut pas le rejoindre, il est sur ses genoux, il voit ça, mais Jimmy, il est livide à ce moment-là. Il est mort. Son cœur, son âme, il est devenu roux, son âme a quitté son corps. Il a tout le poids du monde sur ses épaules, là, Jimmy. Il est effondré. Il se voit là, il sent déjà le froid de la lame tranchée sur sa nuque par le chef tribal. Et là, de nulle part, Jay, qui avait reculé d'1 mètre quand même, pour bien armer tout ça. Puis hop, les petits coups d'œil, la caméra, c'est bon. Gros super kick dans la tête du Canadien qui s'écroule et à la foule fait, non, c'est pas possible. Et là, il le chope et il dit, c'est tout ça, je l'avais dit, c'était l'histoire de famille. Et il le tabasse et il l'emmène sur le ring et il le tabasse avec Jimmy et puis Solo qui arrive et il le tabasse, c'est le gros big down. Et là, Cody Rhodes, Mister Je chope la pop, qui débarque en courant sur sa cavalerie là, avec son theme song. Hop, comme ça, il prend la pause, toi, comme tel un super héros. Et il fait fuir la Bloodline en entier, quasiment, rien que de par sa présence. La Bloodline fait attention, voilà, c'est Cody Rhodes, allons-nous-en vite. Et puis ils s'en vont. Et puis c'est comme ça que se termine cet incroyable main event qui nous aura fait passer par tout un tas d'émotions, mon bon Giscal. Est-ce que tu t'en es remis là? C'est dur. Ils sont durs les segments de la Bloodline en ce moment, c'est très très difficile, je trouve. Un jour, je suis enflammé, le lendemain, je suis déçu, puis après, j'y repense, je me dis c'était pas mal, puis C'est ça, oui. en fait, ça me fait chier. Bon, déjà, une chose est sûre, c'est que lundi soir, quand même, Cody Rhodes est venu quand même gâcher 2 segments par sa présence, parce que, bah, voilà, on peut évacuer ça d'entrée de jeu, mais je trouve que son intervention n'apporte rien du tout, Mais non, voire même détériore grandement l'imagerie, on va dire, bien finale sûr. du segment, qui n'avait rien à voir avec lui. Donc j'attends avec curiosité quand même de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils vont s'en servir concrètement la semaine prochaine ou vendredi pour dire est-ce qu'il va l'utiliser dans une promo Cody Rhodes ou pas, ou est-ce que c'était vraiment un truc gratos comme ça, et auquel cas je trouve que c'est vraiment c'est n'importe quoi. Mais bon, écoute, voilà, soit. Après, sur le segment en tant que tel, alors déjà, le match, j'ai trouvé. Alors voilà, on avait dit, ouais, c'est difficile de s'intéresser au match parce que maintenant on attend que les post-match et tout. J'ai trouvé que ce match était plutôt habilement construit, déjà relativement court, plutôt construit un petit peu comme un sprint, ce qui était beaucoup plus habile. Je crois que ça faisait à peine 10 minutes. Je trouve que déjà, pour un main event, c'était plutôt malin parce que justement, en fait, maintenant, il faut, je pense, sur ces matchs-là qui partent du principe, enfin, je veux pas généraliser notre cas, mais je pense quand même qu'on n'est pas très loin de la vérité en se disant que, bah oui, ces matchs-là, maintenant, tout le monde sait qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt pour ce qui va se passer après que pendant. Donc les garder très courts, c'est très bien. Au-delà de ça, il était plutôt bien écrit, plutôt bien fait. Je trouvais que Jimmy Uso avait été excellent pendant ce match. Tout était très bien vendu par Sami Zayn. Je crois que j'avais noté sur le Discord, je trouvais qu'il y avait un storytelling qui était pas mal parce qu'on avait un Jimmy Uso qui catchait un petit peu aux abois dans l'urgence, qui se précipitait, qui voulait vraiment, tu sentais qu'il était investi d'une mission si je le bats pas, je vais me faire tuer. Et je trouve que ça se ressentait bien dans son catch et on voyait bien que c'était pas clair dans sa tête et donc c'était plutôt bien ficelé comme match. Et puis bon, bah, après, il y a ce post-match où là, je suis ultra mitigé en fait, parce que c'est ce que j'avais écrit, c'est que je peux pas décemment dire que j'ai pas été captivé de A à Z. Et pourtant, j'en ressors avec plein de sentiments un petit peu contradictoires. Parce que, ouais, enfin, c'était captivant. Moi, j'étais scotché à mon écran. Dès que Jey Uso est apparu, tu te dis, ok, il va se passer un truc. Donc, c'est comme depuis des mois avec la Bloodline. C'est tu regardes, tu bois, tu encaisses et ils te font vivre des émotions. Et donc, voilà, ce passage où Jimmy Uso perd le match, il est un genou au sol au milieu du ring, il est en train de se rendre compte que c'est foutu pour lui. Voilà, c'est fini. Le chef tribal lui a fait le baiser de la mort il y a 3 jours. Il lui a dit si tu t'en occupes pas, je vais m'occuper de toi, machin. Donc il sait qu'il va se faire buter. Il y a son frère qui arrive. Il se dit ok, il y a peut-être une lueur d'espoir. Il l'attrape, il voit qu'il est il est tiraillé. Et là, son frère l'abandonne une nouvelle fois. Donc puis il remet un genou à sol et c'est une catastrophe. Jimmy Uso C'est beau. Ouais, tiens, voilà, les Usos sont en train de se séparer. Jimmy Uso est vaincu. Est-ce que c'est la fin de la Bloodline d'une certaine manière, ou en tout cas le début de la fin?
Et là, t'as Jimmy Uso qui se met à côté, qui lève le doigt, machin, hein, et t'as Sami Zayn qui dit c'est pas trop tard, tu vois, c'est le bon gars qui dit vas-y Mais Jimmy, oui. rejoins-nous, rejoins-nous. Tu sais, tout ça, ça m'a plu parce que voilà, moi depuis le début, je milite pour une fin de la Bloodline qui doit passer par la fin de l'union entre les éléments Ouais. de la Bloodline, pas entre la perte des titres et compagnie et tout. Et donc je dis vas-y, c'est ça, vas-y, ramène Jimmy du bon côté de la force, c'est le moment, c'est maintenant que ça va se jouer. Et ce super kick et ce hug, cette pop, bravo à Boston hein, qui a joué un rôle dans ce segment parce qu'il y avait une ambiance de feu. Et puis après, voilà, ce super kick terrible, coup de tonnerre. Finalement, bah non, les Usos restent soudés. Et c'est là, et c'est à partir de ce moment-là où c'est vrai que je sais plus trop sur quel pied danser. Parce que d'une certaine manière, c'est un coup de théâtre, c'est un très beau coup de théâtre. Alors on s'y attendait pas, mais ça reste un très très beau coup de théâtre qui était bien joué. Jey Uso, depuis des semaines, on savait pas ce qu'il avait dans la tête. Oui. Il avait plusieurs fois pris le parti de Sami Zayn au Royal Rumble, à l'Elimination Chamber, en refusant à chaque fois de frapper. Donc voilà, et puis il y avait déjà eu des câlins. Il dit ouais, moi je suis de ton côté et tout. Donc on savait pas trop, vraiment. C'était pas. Mais il était venu défendre le titre avec son frère. Donc Il était effectivement, venu il y avait défendre les le deux. titre avec son frère. Et donc voilà, maintenant, il y a ce sentiment contradictoire de ça me fait chier si tout ça se dirige vers Owens, Zayn contre les Usos plus soudés que jamais, parce que j'ai l'impression qu'on a fait un pas en avant, trois pas en arrière, parce qu'en fait, moi j'aimais beaucoup cet angle de Roman Reigns, ce roi un peu, ce roi complètement esselé, fou, qui sombre dans la paranoïa, qui devient complètement malade, qui s'en prend à sa propre famille parce qu'il voit qu'il perd le contrôle de tout et il voit que la Bloodline est en train de se disséminer, se disloquer sous ses yeux. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit retirer de ce rose? C'est peut-être que la Bloodline est de nouveau plus soudée que jamais parce que les frangins ont réaffirmé leur lien et Sami Zayn s'est fait défoncer. Et donc, bah, tout ça pour ça, d'une certaine manière. Donc maintenant, est-ce qu'on va se diriger vers Sami Zayn qui va vraiment dire, bon, écoute, Kevin Owens, maintenant, voilà, on arrête de déconner, regarde ce qui se passe, et il faut qu'on se mette ensemble et il faut qu'on leur prenne le titre, qui serait, je trouve, Sauf que très, ça, très... c'est Cody qui va le faire. Voilà. Ça, c'est Oui, Cody, c'est voilà, Cody qui c'est va ça. rabibocher les deux Canadiens. Ce serait très décevant que ce soit ça. Par contre, si ça peut être, j'ai bien aimé, moi, il y avait une hypothèse de Gino sur le Discord qui disait, écoute, pourquoi pas se dire que Jey Uso est fidèle à son frère, mais pas à Roman Reigns, qui Ah pourrait oui. être, je trouve, un angle, là, pour le coup, intéressant et plus ambitieux. Mais voilà, je sors de ce Raw avec des craintes pour la suite, mais en même temps, c'était génial. Et c'est ça le truc avec la Bloodline, c'est qu'ils ont mis la barre, je trouve, tellement haut que bah, maintenant, je me sens presque obligé de disséquer un peu les histoires comme si c'était un truc de dingue. Et peut-être que je me crée les conditions de ma déception, je ne sais pas. Mais, Ouais. mais Avant, voilà. avant de donner la parole à Papy, ouais, c'est vrai que moi quand j'étais devant l'écran, quand Jay il a fait le super kick, et encore plus qu'il fait le passage à tabac, j'étais là, mais je fais, mais ils sont trop cons, mais non, c'est pas ça l'histoire, tu sais, les scénaristes, je fais, mais c'est pas possible, tu peux pas tout gâcher comme ça, toi, vraiment, j'étais en train de me dire, oh là, je voyais les bookers, t'as les bookers en train de booker le match, je dis, bah oui, c'est WrestleMania, il faut qu'on ait absolument ce Uso versus les Canadiens. Je dis, mais non, vous avez été tellement subtil, tellement trop bon. Et sur le coup, j'étais pas content, et c'est vrai qu'après, moi, c'est le beatdown moi, qui m'a plus gêné, parce que autant que Jay, super kick, sa misaine pour montrer pour sauver son frère. Voilà. Moi, je crois à la théorie de Gino là. C'est ce que j'ai envie de voir. C'est effectivement, il est revenu pour son frère. C'est ça, c'est ça. Il parle pas à Roman Reigns. Il le calcule pas, Roman Reigns. Je pense qu'il le fait vraiment pour Mhm. sauver son frère. En tout Ça cas, peut être intéressant. là de ce qu'on voit là, c'est son frère. Maintenant, même là où ça pourrait être encore, bon, il y a le beatdown moi qui me gêne un peu parce qu'en faisant le beatdown, ça fait ouais, il prend goût, il est content toi de passer à tabac. Je pense que ça aurait pu Ah, être il peut-être revient un vraiment aux racines de la Bloodline, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. là, je me dis, en faisant ça, tu acknowledge la Bloodline et là, après, tu peux pas, après tout ce que t'es passé, il y a un storytelling, une évolution du personnage qui est complètement ouf avec Jey Uso, tu peux pas le refaire revenir dans le rang. Et là, je me dis, est-ce que vraiment Roman Reigns va être content de ce qui s'est passé? Parce qu'il a demandé à Jimmy de faire le boulot. Et en fait, c'est Jey qui revient. Donc finalement, Jey va revenir un peu en opposition face à un peu à Roman Reigns, toi. Et on va revenir un peu à cette opposition entre les deux, Jey versus Roman Reigns. Jey, s'il revient pour sauver son frère, mais pas la Bloodline, là, ça peut être intéressant. Euh, et, J'espère, hein. et ouais, c'est un peu ce qu'on a envie de voir. Toi, Papy, tu l'as vécu comment, là, cette grosse séquence, ce gros main event? Ah, moi, alors c'est marrant parce que j'ai la même découpe que vous sur l'ensemble du main event, c'est-à-dire que jusqu'à le super kick. Alors moi, j'ai même envie de dire jusqu'à que Jey prenne un pas de recul pour se mettre en retrait de Sami. Je me suis dit, ah merde, ça se finit en super kick cette affaire. Je trouvais que c'était parfait parce que on avait toute l'histoire de Jimmy qui s'était déroulée avec le poids du monde qui tombait derrière, qui tombait sur ses épaules.
Et vraiment, et puis comme disait Giscard, le fait que Sami dise non, mais c'est pas perdu pour toi, ça pouvait ouvrir vers un truc du style bah ok, en fait, Jay a compris que la Bloodline était toxique pour les Usos, et puis bah, il rejoint Sami en espérant récupérer son frère ensuite. C'était pas il abandonne son frère, il abandonne vraiment la Bloodline. Le super kick, ok, pourquoi pas, c'est bon, non, finalement, il veut sauver son frère plus que tout, pourquoi pas, mais c'est le beatdown, moi, qui me dérange énormément, et le beatdown plus l'arrivée de Ouais, Cody derrière, en c'est vrai. fait. Oh, l'arrivée de Et en Cody, c'est fait, n'importe quoi. Ouais. ce truc-là, j'ai l'impression que ça efface tout, en fait, ça pouf, Mais et oui, on efface la personnalité des Usos, ce qui du coup se retrouve à 3 en plus, parce qu'il y a aussi Solo Sikoa qui vient les Oui, aider. oui. C'est vraiment, hop, ils sont remêlés dans les minions de Roman Reigns. Et d'ailleurs, l'arrivée de Cody renforce ça, parce qu'en fait, finalement, c'est Cody qui fait fuir. Donc en fait, c'est terminé l'histoire Sami versus les Usos. Maintenant, c'est plus l'histoire personnelle, c'est Cody versus Roman Reigns, qui va du coup certainement chasser tous les minions qu'il a devant lui. Donc il va peut-être même affronter à Pamba Solo Sikoa, parce que là, à la fin du match, il y a quand même Solo qui reste dans le ring versus Cody. Et donc je me dis qu'en fait, c'est bon, on vous a bien alors, ma version, on va dire, négative du truc, c'est de dire ok, on vous a bien fait marrer maintenant avec ces histoires Sami, ces trucs-là. Maintenant, on efface. L'histoire principale, c'est Roman versus Cody. On va faire un second chapitre avec les Canadiens versus les Usos, et puis c'est terminé. C'est ça. Et la Bloodline, ça revient comme avant. Et ça m'a fait l'effet en fait qu'on avait à chaque rivalité de Roman Reigns de il a fini sa rivalité, hop, reset, reboot, je démarre une rivalité contre quelqu'un de nouveau, et puis bah, c'est tout comme avant. Et puis bah, j'ai ce sale goût en bouche en fait qui me revient à ouais. chaque fois qu'il y a une rivalité avec Roman Reigns, ça s'est toujours terminé comme ça. À la fin, il faisait reboot, on oublie tout, on redémarre un nouveau chapitre, et puis bah, c'est comme si rien ne s'était passé avant. Et je crains vraiment que ça s'arrête comme ça. Et alors, j'espère me tromper, hein, mais j'ai peur qu'en fait, tous les fantasy bookings qu'on se fait, et que Gino aussi se fait sur Discord, c'est juste parce que c'est ce qu'on a envie de voir. En fait, on a envie de trouver des Ah oui, petites bah oui. pistes qui nous disent oui, mais non, mais en fait, Jay, il a pas mis vraiment de coups à Sami. Oui, mais non, mais en fait, peut-être qu'il a rejoint la Bloodline, mais il a rejoint son frère, mais pas la Bloodline. Moi, je pense que malheureusement, j'ai peur que tout ça, ce soit des faux espoirs pour nous, et qu'en fait, c'est juste le reboot est fait, la Bloodline est plus soudée que jamais. T'as Roman et t'as des mecs en dessous qui sont tous au même niveau, ils ont plus de personnalité, c'est juste des soldats de Roman. Et puis à Mania, on aura 2 matchs avec une grosse intensité, mais ça sera la Bloodline contre des adversaires babyface. Voilà. Ah là là, je suis frustré, mais en même temps, j'ai envie de voir ce qui va Ouais. se passer la semaine prochaine, du coup. Toi, t'as envie d'entendre ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, c'est ça qui est paradoxal avec ces segments, c'est que ouais, ça fait quelques semaines là, depuis le SmackDown de 2 semaines avant l'Elimination Chamber, quand Sami Zayn a déclaré son intérêt pour les titres. Voilà, j'avais commencé à dire, ok, là, je commence à pas trop aimer ce qui se passe et tout, Mmh. et chaque semaine on se disait, ouais, bon, allez, enfin, c'est super, c'est tellement intense, les acteurs sont tellement bons que bon, on regarde. Mais c'est vrai que en fait, finalement, ça commence à faire beaucoup de semaines qu'on a à peu près la même position sur les segments de la Bloodline. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il n'y a pas trop de fumée sans feu. Bah, ça pue un peu, ouais, ça pue un peu la fin que Papy nous a dépeinte, qui semble être la plus évidente, la plus logique, la plus facile, la plus business, smart business, quoi, en quelque sorte. Hein. Parce que s'ils font les Usos contre les Canadiens pour le titre à WrestleMania, bon bah oui, on sera déçu, mais en vrai, ça va faire un match de ouf, et il y aura un feel good de dingue, et ce sera très efficace, très visuel, très télégénique, ce sera très très bien, et voilà. C'est juste que bon bah oui, ce sera sans doute décevant par rapport au côté épique de cette histoire depuis des mois, qui je trouve brillait par aussi sa finesse d'écriture, et Mmh. son côté presque complètement hors de tout ce que la WWE savait faire, parce que il y avait un tel travail sur les personnages, sur les interactions entre les personnages, que ce serait tellement triste, tellement frustrant de voir tout ça balayé sur l'autel de WrestleMania, parce que bon bah voilà, Cody Rhodes, Roman Reigns, c'est ça, il faut que vous regardiez ça, les gars. Il faut pas que vous oubliez que c'est Roman Reigns contre Cody Rhodes, donc on va bien vous foutre Cody Rhodes partout. Et c'est vrai que ça fait, ouais, c'est frustrant, quoi, c'est Donc, les frustrant. gens, quand ils ont quitté Raw, surtout sur le parking, il y avait des stickers Cody Rhodes sur le pare-brise de leur voiture. Voilà, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, hein, c'est lui la Roulez, star. Hein. roulez prudemment. Alors qu'il pourrait faire les deux en parallèle, mais on avait dit hein, déjà en podcast, je crois que c'est il y a 2 semaines, ou voire peut-être même la semaine prochaine, mais je pense que ça fait un petit moment qu'on le dit, c'est que la grosse difficulté, c'est qu'ils étaient en train de se mettre plein de bâtons dans les roues pour justement avoir de plus en plus de mal à faire vivre ces deux histoires en parallèle. Et c'est évidemment, scénaristiquement parlant, c'est difficile, hein, c'est dur de à la fois booker Roman Reigns, Cody Rhodes, et à la fois garder Roman Reigns dans cette histoire de méta Bloodline là avec les Canadiens et tout, c'est difficile.
Et en fait, on est en train de se rendre compte que c'est même c'est peut-être trop difficile, en fait, et qu'ils ont décidé de simplifier les choses, quoi. Mais peut-être ça. Eh ben, on en saura plus. Jay devra s'expliquer. Voilà, on veut entendre Jay. Donc Jay, il va falloir parler pour nous rassurer. Rassure-nous, Jay. Ici à Catch Up, on a besoin d'un doudou. Donne-nous un petit doudou pour nous consoler avant WrestleMania. On arrive à la fin de ce Super Catch Up. Et surtout, c'est l'heure du mot de la fin pour ce Monday Night Raw complètement fou. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est l'heure de partager votre top, votre flop et votre note. Giscal, à toi l'honneur. Qu'est-ce que Alors, tu as aimé, qu'est-ce que tu as détesté, et puis une petite note là pour cet épisode. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai détesté? Bon, déjà, le flop, on va l'évacuer. Je vais le donner. Alors, je pourrais refaire un petit peu comme pour SmackDown, un top et un flop pour la Bloodline, parce qu'il y a tellement de choses qui me plaisent et qui me déplaisent dans ce Ouais. segment que c'est tellement de sentiments contradictoires. Mais bon, je vais quand même donner le flop à mes petites chéries, et notamment à Lita, là, j'ai envie de la gifler, franchement, ça me gonflait, là. Tiens. Donc, je vais donner mon flop. On en a déjà parlé de ce segment, ça Mm. m'agace, ça m'énerve. Donc, voilà. Et mon top. Bah écoute, quoi qu'il arrive, malgré toutes les mauvaises choses qu'on a dites, si j'ai un souvenir si une image marquante qui me reste en tête, c'est quand même ce super kick et cette trahison et ce nouveau coup de théâtre dans l'histoire de la Bloodline. Donc je vais quand même donner mon top à ce main event bah voilà, qui est paradoxal à tous les niveaux parce que j'ai peur de ce qui va se passer et en même temps j'ai envie de le voir. Et finalement, quand on se dit ça, on se dit que c'est quand même, quoi qu'il arrive, encore une fois, un sacré segment de catch, quoi. Donc c'était quand même, ouais, j'ai trouvé que c'était quand même un super segment. Et les mecs continuent à écrire cette histoire qui, j'espère, se terminera du mieux possible, mais en tout cas, continuent à écrire l'histoire la plus ouf de ces 15 dernières années sans problème. Donc c'était encore une fois une très belle pierre à cette storyline dantesque. Et ce main event aura mon top pour le post-match notamment, mais aussi voilà, pour ce match qui, je trouve, était très habilement construit et écrit. Et ma note, bon, c'était évidemment clairement mieux que la semaine dernière, mais assez inégal. Je vais faire comme SmackDown. Je pense que je vais donner un 3. Je vais donner un 3 à ce Raw qui était globalement assez plus focus sur WrestleMania que la semaine dernière. Voilà, on a beaucoup plus avancé des segments importants, mais ça reste quand même, je trouve, ultra inégal. Le bullshit a été conservé à un minimum, mais voilà, il y a encore trop de trucs, je trouve, qui sont mous du genou et trop inégal pour aller plus haut que 3. Papy. Je suis vachement, est-ce que j'ai le droit de donner 2 flops ou pas? C'est autorisé ou pas? Oui, Exceptionnellement? Ah bah exceptionnellement. tant mieux. Donc je vais donner mon premier flop à Theory versus Cena, où j'ai trouvé que la promo avait été mal écrite, pour les 2 et mal jouée par, Theory en plus. Donc promo ratée et j'ai envie de donner un co-flop du coup à Cody Rhodes en fait, qui m'a Oui, bah, particulièrement j'y ai énervé pensé après, dans ouais, ce je me Monday dis, Night ouais, Raw. J'ai envie de le c'est vrai. baffer en fait, donc Ouais, ouais, voilà, c'est donc vrai. je peux pas les départager. Pour le top, je rejoins Giscal sur, le fait qu'en fait finalement, malgré tout les sentiments que ça peut nous procurer, la Bloodline reste le truc marquant du show. Bon, je vais pas revenir dessus. Et pour ma note, je vais rejoindre Giscal sur la note aussi avec un 3, dans le Ah, sens où il y a pas mal de choses qui me dérangent. Néanmoins, je ne peux que acter que la carte de WrestleMania se construit et que les segments ont tous été dans le bon sens pour sa construction. Donc voilà, je ne peux donner qu'à 3. Puis c'était quand même pas si catastrophique. Puis les petits éléments de fun ont quand même émaillé le show. Donc ce que j'aimerais bien que ça soit encore mieux, mais bon, on va se contenter de ce 3. Le mec a complètement oublié la victoire de Johnny Gargano. C'est vous dire à quel point cet épisode était excellent, ou c'est juste qu'il en peut plus parce que ça fait 2 heures qu'on en parle. Bon, Mais non, écoute, mais c'est Edge, il a effacé sa victoire. Moi, ça me va, hein. c'est bon, vrai, c'est bon. c'est vrai qu'il était facile. Il est arrivé sur le fichier Excel, pof, il a retiré la victoire de la base de données. Écoute, t'avais donné 2 flops, du coup, je t'en pique un, je prends celui de John Cena. Comme ça, hop, toi, finalement, t'en as qu'un, et moi, j'en ai un aussi, Très bien. pour les mêmes raisons. Et puis mon top, je vais faire comme vous, voilà, je suis comme vous, moi, je veux pas créer d'ennui. Ce main event était complètement fou. Et puis, j'y repense toutes les heures, je change presque d'avis, si tu veux. Donc, c'est une mauvaise chose et une bonne chose à la fois. Donc, je suis impatient, je veux voir la suite. Donc, l'un dans l'autre, ça fonctionne, ça va Ça, au pas comme. final, c'est ça. Ouais, oui, La voilà, c'est morale, ça. c'est ça, quoi. Ouais. Ouais, puis on a l'espoir, c'est comme Gino, on a l'espoir ici à Catch Up. Et puis, je vais mettre aussi la même note que vous, allez, 3, comme ça fait 3 x 3 égale 9, donc 9
sur 5 pour cet épisode de Monday Night Raw. Je pense que c'est tout Meilleur simplement rôle de l'histoire, en fait, alors. un épisode exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Hein. On n'a jamais vu ça. C'est assez incroyable. Et puis, comme tu l'as dit, Papy, c'est un épisode focalisé sur WrestleMania. Que ça nous plaise ou pas, les matchs, la carte, en tout cas, les choses sérieuses sont prises en charge et on arrivera à WrestleMania en toute connaissance de cause. Allez, Catch Up, c'est évidemment votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE, des fois même 2 fois, on a des épisodes 2 en 1, comme aujourd'hui, hein, avec SmackDown et Raw. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la section et nous dire ce que vous avez pensé. Rejoignez-nous sur le Discord, ça discute. On parle beaucoup de théories, des vraies théories, hein, en théorie. Bref, nous, on en parle, venez nous rejoindre, le lien est dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook et Instagram, Catch Up CDC. Je crois que j'ai fait le tour. Je remercie évidemment Papy qui était là depuis le début, lui. Hein, voilà. Merci Papy d'avoir été là. Voilà. Voilà, j'ai trop parlé même, je crois. Allez, salut à tous. Hein. Ah ouais, il a presque fait son Giscal. Et puis Giscal, lui, il a fait son Giscal. Il arrive en retard. Et il a pris tout le temps d'antenne. Moi qui me disais, c'est bon, là, on va faire moins de 2 heures. Je crois que là, on les a dépassés. Bravo, bravo Giscal, merci. C'est de ma faute, je sais pas ce que vous avez dit sur SmackDown, vous avez été beaucoup trop long, je suis sûr, mais c'est tout. Merci. Merci à tous. Bon, allez, on vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Bon, Giscal, on a déjà fait la outro avec Papy, hein, comme on t'attendait. Ouais. On a du mal de toi, je crois. Ah bon, ok, bon, attention, j'ai l'habitude. Chaque fois que j'enregistre, je suis pas au début d'un épisode, je zappe direct à l'outro pour savoir quelle crasse vous avez pu dire sur moi, et je suis jamais déçu.